Bonjour. Bienvenue pour cette rencontre débat d'aujourd'hui qui fait partie de l'ensemble des événements Start Plus qui ont commencé déjà le 25 mars avec le vernissage d'une exposition design par Arnaud Lecat et qui va se terminer à la fin du mois d'avril avec une conférence de Daniele Lago, italien, designer, qui vient parmi nous. Et donc aujourd'hui, on est sur le thème du crowdfunding et de la création à l'entrepreneuriat. Et je tiens à remercier vivement les alumni qui sont présents ou à distance. Nicolas Bruno, promo 2003, Michael Fernandez, promo 2006, créateur de Drust. Nicolas a été créateur de Mia. Et Ismaël Galimi, 94, qui malheureusement n'est pas parmi nous, même par vidéo, mais qui a préparé une vidéo qui vous sera présentée, qui est de la promo 1994, et qui est créateur de Stoic dans la Silicon Valley. Je rappelle que, bien sûr, l'ensemble de ces événements ont été imaginés par la direction des relations entreprises et de l'entrepreneuriat. Isabelle Lemay, responsable de cette direction, est malheureusement souffrante et ne peut pas être parmi nous. Et bien sûr, ces événements n'auraient pas pu être possibles sans le soutien d'une part des alumni, d'autre part de la Fondation qui contribue financièrement par la campagne de levée de fonds à l'organisation de ces journées, et aussi de nos partenaires, en particulier Madines, avec la présence de Hugues Deschaux, qui est journaliste et qui va accompagner ce débat ce soir, French Web et We Love Entrepreneurs, et puis Minancy Entrepreneurs, largement présent au travers des élèves, puisque c'est l'association étudiante active dans ce domaine de l'entrepreneuriat. J'en profite, avant de vous laisser la parole, de vous annoncer la deuxième rencontre qui aura lieu le 21 avril dans la même salle, avec deux anciens, un créateur à Londres, M. Bonnet, qui est un des principaux donateurs de la levée de fonds, et un créateur qui est en plein développement aux USA, M. Buise. Je vais tout de suite laisser la parole à M. Deschaux pour la suite de la soirée. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, parce qu'on est quand même, on a un demi-amphi qui est là, c'est déjà pas mal, sachant je crois qu'il y a un événement assez intéressant aussi dans le hall, donc merci d'être là, c'est sympa. Juste donc pour vous expliquer rapidement comment on va construire cette heure et demie, peut-être plus, peut-être moins, ça va dépendre de vos questions. On va d'abord commencer par Nicolas, qui est ici, de Mia, qui est un serial entrepreneur. On va peut-être évoquer ça un peu plus tout à l'heure. On aura aussi après Ismaël Galimi, vous en parliez il y a 2 minutes, qui malheureusement peut pas être là, qui a fait une petite vidéo d'une dizaine de minutes, qui voulait vraiment, en tout cas, vous transmettre un message. Et puis on finira par Michael Fernandez de Drust, que vous avez vu qui est là. Voilà, on peut lui dire bonjour, je crois qu'il nous entend. Voilà. Et on finira donc par Michael. À tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. L'idée, c'est que ce soit le maximum interactif, en tout cas qu'il y ait un échange et que ce soit pas trop figé. On va commencer par toi, Nicolas. Merci d'être là. Donc toi, tu as fondé Mia. Alors, entre autres, parce que je le disais, tu as fondé d'autres choses avant, tu as monté d'autres sociétés avant. Mia, c'est une entreprise donc, qui a créé une solution, on va dire, une montre connectée destinée aux enfants de 4 à 10 ans. Tu as levé $17 000 sur Indiegogo, on va y revenir après tout à l'heure, donc sur une plateforme de crowdfunding, financement participatif américaine, créée en 2007, pour la petite histoire, donc qui n'est pas très très vieille. Comment t'es venu déjà l'idée, on va parler du projet, comment t'es venu l'idée de monter ce projet? Pourquoi tu l'as monté? Voilà. Déjà, ouais, on m'entend. Déjà, pour en dire un petit peu plus sur Mia, c'est avant d'expliquer d'où vient le projet, je vais expliquer un peu ce que c'est en détail. Mia, c'est une montre connectée pour les enfants de 4 à 10 ans qui a été développée pour faire la promotion de l'activité physique auprès des jeunes enfants, pour éviter aujourd'hui de voir des chiffres qui sont déjà dramatiques. C'est l'obésité infantile, le nombre de diabète de type 2 chez les enfants. On parle de 20% de la population dans les pays européens, aux États-Unis. Donc,
Déjà, d'où ça nous est venu l'idée personnellement, déjà, je suis diabétique. C'est une histoire de famille, vu que Mia s'est fondée avec mon frère. Lui, il a 2 enfants, donc on s'est dit ce serait bien de créer enfin un produit où quand j'arrive et je vois mon neveu, il n'est pas devant une console de jeu assis en train juste de jouer et arrêter de nous parler. On s'est dit, nous, on va faire un objet technologique qui, notre défi, c'est faire bouger les enfants et favoriser la communication parent-enfant. Ok, j'en parlais tout à l'heure, donc tu as levé 17 000 $ sur Indiegogo. Première question, et après on reviendra un petit peu sur ton parcours, mais première question, pourquoi Indiegogo? Pourquoi une plateforme qui n'est pas française? Et pourquoi avoir fait du financement participatif, en tout cas du crowdfunding? Alors déjà, au niveau des plateformes de financement participatif, il faut différencier 2 grands types de plateformes. Les plateformes qui vont vous permettre de faire des préventes de votre produit. Typiquement, c'est Kickstarter, Indiegogo, les leaders mondiaux là-dessus. Tous deux américains, tous deux américains. Petite parenthèse. Et les plateformes qui vont plutôt vous permettre de faire venir des actionnaires avec des très petites parts dans votre entreprise, mais ça vous permet aussi d'avoir ensuite de l'argent à dépenser pour votre R&D, pour votre industrialisation. Nous, on a choisi Indiegogo déjà parce que le marché qu'on vise, c'est un marché mondial. On ne s'est pas dit on va se limiter au marché des jeunes enfants en France ou en Belgique, vu que ma société est en Belgique, mais on s'est tout de suite dit que le marché anglo-saxon, et en particulier le marché américain, était le plus prometteur. Donc, pourquoi avoir choisi Indiegogo, qui n'était pas français déjà? C'était pour avoir une audience beaucoup plus large. Et aussi parce qu'on s'est dit, Indiegogo avec Kickstarter, c'est les leaders mondiaux du crowdfunding, donc on va vraiment maximiser notre audience là-dessus. Et est-ce que justement le fait de passer par Indiegogo, par une plateforme américaine, tu as eu des retours différents de si tu avais utilisé une plateforme française, KissKissBankBank ou même My Major Company, qui on ne le sait pas forcément, mais l'essentiel de son business, c'est plus du tout la musique, c'est vraiment du financement participatif. Est-ce que tu penses que tu aurais eu des résultats différents si tu étais passé par ces plateformes-là? En fait, le crowdfunding, il y a la notion qu'on a qui est très générale. Et après, quand vous lancez un projet, vous rentrez dans un mécanisme qui est très simple. Comme je disais, Indiegogo, c'est une audience qui est fabuleuse. C'est plusieurs millions d'utilisateurs. Mais c'est aussi plusieurs centaines, voire plusieurs de milliers de projets qui se lancent chaque jour. Donc, nous, notre challenge, ça a été d'être visible parmi les meilleurs projets du site. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, pour moi, la grande différence entre Indiegogo et une plateforme française, c'est pas forcément d'un point de vue attente des consommateurs, parce que aujourd'hui, je discute avec des parents qui sont en France, des parents qui sont aux États-Unis. Les attentes globalement sont assez similaires d'un point de vue du produit. Par contre, c'est vrai qu'en passant chez KissKissBankBank ou My Major Company, vous avez un marché français qui est plus petit, il y a moins de projets qui se lancent, donc vous pouvez plus facilement être mis en avant. Et c'est tout un mécanisme en fait, de levier qui devient intéressant quand vous allez sur un plateforme de crowdfunding. Donc, et l'international, pour toi, c'est quand même assez important. Hein. Tu es basé en Belgique. Alors, pourquoi déjà avoir choisi la Belgique et quel est ton parcours? Comment t'en es venu déjà à atterrir en Belgique et à monter cette entreprise? Quel parcours tu as suivi, en tout cas, pour monter cette entreprise? Parce que tu venais pas du tout de ce monde-là, à la base du jouet. Je ne sais pas comment on peut appeler ce secteur d'activité, mais tu venais plutôt de la finance, donc absolument rien à voir. Non, absolument rien à voir. Moi, en fait, en sortant de l'école, j'ai été directement à l'international parce que je me suis dit, je vais tenter une aventure dépaysante, c'était le Luxembourg. Donc, je ne sais pas si jamais vous connaissez le pays. Quand vous allez là-bas, vous avez quand même besoin d'avoir tous vos vaccins à jour. Ça ressemble énormément à la France, mais ça reste l'international. J'ai travaillé là-bas 7 ans en finance de marché en tant qu'analyste quantitatif et ça c'est plutôt bien fonctionné. Après, d'un métier passionnant, on est passé pour moi à un métier où on a eu beaucoup de choses à faire d'un point de vue régulation, parce que vous avez dû entendre parler de la crise en 2008, je crois. Ouais, ces 8 dernières années, on va dire. Oui, elle a tellement duré qu'on ne sait plus quand est-ce qu'elle a commencé, celle-là. Donc,
Donc petit à petit, la finance, un milieu où on était tellement réglementé, ça devenait un peu routinier. Et moi, en tant que futur entrepreneur, la routine commençait un peu à me peser et j'ai commencé à me dire j'ai envie de créer quelque chose. Bon, j'avais toujours eu envie parce qu'en fait, avant d'aller à Luxembourg, j'avais déjà des idées de création d'entreprise. Et avec Mia, on avait un projet, il a fallu se lancer. Pourquoi la Belgique? Alors, il y a des très bonnes frites, il y a des très bonnes bières. On pourrait avoir des a priori. Hein. Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Il y a peut-être des raisons fiscales. Alors, les raisons fiscales. Je mets les pieds dans le plat, mais comme ça c'est fait, après on n'en parle plus. Alors, dans ce cas, je pense que je dois être un des plus grands idiots de la Terre, parce que personnellement, je vis en France et ma société est en Belgique. Ce qui veut dire que le jour où je revends ma société, je paye beaucoup d'impôts en fait sur mes plus-values. Les raisons, si jamais vous voulez vraiment bénéficier de la Belgique comme un avantage fiscal, devenez résident belge. Le jour où vous revendez votre société, vous avez l'impôt sur la plus-value que vous faites qui va être très limité. Donc non, c'était pas pour des raisons fiscales. Moi, je viens du nord de la France, je viens de la région lilloise. Et au moment de créer la société, on s'est dit, c'est bien, on est deux, mais on a envie d'être accompagnés. Donc on a été faire le tour des pépinières d'entreprises de la région, voir ce qu'il y avait un petit peu dans le coin. On a été assez loin parce qu'on a été jusqu'à 100-150 km de chez nous, parce que c'était vraiment, on s'est dit, autant regarder tout de suite. Hein, on n'a pas envie de changer le siège social dans 2 semaines quand on se rendra compte que ça ne fonctionne pas. Et on a regardé la Belgique, la France. On avait une pépinière finaliste en France, une pépinière finaliste en Belgique. On a choisi la Belgique pour les services qu'on avait en tant que jeune entreprise, pour des questions, par exemple, tout ce qui est gestion administrative. Ne pas avoir besoin d'avoir un assistant administratif dans sa société, c'est déjà des coûts en moins. Donc la Belgique, ce qu'on nous proposait en Belgique devenait intéressant. Ensuite aussi, c'est une époque où, comme je disais, nous on a lancé ça au moment du début de la crise financière. Le début de la crise financière en Europe, ça veut dire essentiellement une crise de liquidité. Donc les banques, dont le métier n'a jamais été de financer les entreprises, ne prêtaient plus forcément aux entreprises. Et non, je dis ça sans rigoler sur les banques. On a souvent cette vision-là. En réalité, une banque est là pour vous aider en fait au quotidien, mais ce n'est pas la banque qui vous finance votre entreprise. Vous devez aller lever de l'argent auprès, suivant les projets. Nous, on avait un projet industriel qui nécessitait qu'on aille lever de l'argent, donc on devait aller rencontrer déjà des gens qui pouvaient investir dans la société. Et le terreau industriel en Belgique était assez intéressant. Et c'est aussi ce qui nous a aussi donné envie d'aller en Belgique à ce moment-là. Sachant que depuis, les choses ont quand même pas mal évolué. Il y a un écosystème qui se construit en France qui n'y avait pas forcément il y a 5-6 ans, même moins, même il y a 3-4 ans, il n'y avait pas autant d'accélérateurs, il n'y avait pas autant de pépinières, il n'y avait pas autant de fonds d'investissement qui investissaient, il n'y avait pas autant de business angels. C'est vraiment un écosystème qui s'est construit. Aujourd'hui, tu regrettes ce choix ou pas? Non, je ne regrette pas ce choix, parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand vous êtes entrepreneur, la plus belle chose que vous pouvez rencontrer, c'est les difficultés. Quand tout va bien, finalement, vous n'arrivez pas à progresser et vous stagnez. Et c'est vraiment quand vous êtes dos au mur où vous allez pouvoir progresser de manière très rapide. Et, bon, alors, la Belgique avait ses avantages, elle avait aussi ses inconvénients. Maintenant, donc la réponse non, je ne regrette pas mon choix. Si jamais je devais le refaire aujourd'hui, alors je ne sais pas si je choisirais la Belgique ou la France, mais en tout cas aujourd'hui la France me paraît être aussi un terreau assez intéressant pour les entreprises. On pense, je vois par exemple ce qui se passe avec la French Tech en Ile-de-France. Vous pouvez aujourd'hui, c'est pas le même discours qu'il y a 5-6 ans. Vous allez voir des fonds de venture capital, des business angels. Ils vous le diront, aujourd'hui, avec un beau projet en France, vous arrivez à lever de l'argent. Et donc ça, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait une question. Vas-y. Ma plus grande difficulté, on voulait parler du crowdfunding. J'ai levé 17 000 $ sur un objectif de 50 000 $. Est-ce que ça paraît être une difficulté?
Alors, pourquoi on a choisi aussi Indiegogo? Alors, Indiegogo, là, on rentre vraiment dans des critères très spécifiques. Là, C'est bien, hein, c'est aussi pour ça qu'on a le débat. C'est vraiment Indiegogo. La plupart des gens qui sont sur Indiegogo sont aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. En France, c'est pas Indiegogo qui sera le plus populaire. Mais en tout cas, Indiegogo, si jamais vous voulez proposer une devise qui est autre que le dollar, si jamais vous voulez proposer aux gens de payer par carte de crédit, par exemple, et pas avec un compte PayPal. Alors, je ne sais pas qui a un compte PayPal ici, ce serait intéressant de le savoir. Bon, donc déjà, il y a la moitié de l'audience. Qui a une carte bleue, je ne demande pas, j'imagine tout le monde. Une petite moitié pour PayPal. Donc avec PayPal, déjà, je me limite à la moitié de mon audience si jamais je vous vends un produit. Donc Indiegogo, c'est le flexible, nous, il vient de là. Parce que demander à des gens aux États-Unis qui ont l'habitude de backer des projets, donc backer, backer c'est-à-dire contribuer, ils vont vous dire, j'ai horreur des projets flexibles, je mets mon argent, je ne sais pas si ça va aboutir, et j'ai horreur de ça. Et donc vous avez encore plus de chances de lever de l'argent si vous êtes sur un projet fixe. Donc, juste pour répondre à la question sur la difficulté, nous, 17 000 $, c'était pas assez. Ça nous a obligés, parce que la campagne s'est terminée au mois de février, ça nous a obligés d'activer énormément de pistes ces derniers temps. En particulier, on a eu la chance en fait, d'avoir un stand au Mobile World Congress de Barcelone. Donc là, par exemple, c'est l'occasion pour moi de remercier aussi la Wallonie, qui est donc la partie francophone de la Belgique. C'est grâce à eux qu'on a eu un stand directement là-bas. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, il y a beaucoup de startups en France à l'heure actuelle qui arrivent, que ce soit sur le CES à Las Vegas ou à Barcelone sur le Mobile World Congress, qui arrivent à partir et à s'implanter là-bas, justement grâce à soit des régions, soit la French Tech, soit des organismes qui n'existaient pas il y a 5 ans. C'est pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, ce que la Belgique fait, la France a fait aussi l'équivalent région par région. Et nous, en fait, ça nous a permis, au lieu de se dire on est à l'aise avec ce qui va se passer par la suite, on a énormément travaillé aussi. On a revu notre copie, en fait, et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de discuter sur les suites à donner sur le projet. Parce que quand vous échouez officiellement, on a échoué notre campagne. Officieusement, on a réussi à avoir beaucoup de choses. On a eu une très bonne presse, on a noué des contacts très intéressants. Maintenant, l'argent reste le nerf de la guerre. Donc, ça nous a vraiment obligés à pousser. Et aujourd'hui, on discute avec de nombreux contacts intéressants pour aller plus loin. On a une autre question devant. Ouais, sachant que je vais rebondir aussi, puis comme ça, Michael pourra aussi entendre les questions. Sachant qu'il y a beaucoup de campagnes de crowdfunding se font sur plusieurs phases. Il y a une première phase qu'on pourrait appeler d'amorçage, mais c'est pas vraiment le bon terme. Puis après, il y a d'autres phases qui succèdent. Je pense que ça devait être le sens de ta question. Où est-ce que vous en êtes dans ce cycle, on va dire, de financement participatif? Alors, nous, au niveau du crowdfunding, la campagne est finie. Notre campagne, elle a duré 2 mois. Pour être très schématique, une campagne qui dure 2 mois, vous connaissez son succès au bout de la première journée. Au bout de 24 heures, ou à la rigueur, si vous avez réussi à lever la somme que vous vouliez au bout de 6 heures, vous savez que vous allez être mis en avant tellement par la plateforme que vous pouvez devenir une success story. Donc il y a énormément, par exemple, Pebble en 6 heures. Pebble, il y a eu un teasing de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne sais pas si jamais vous suivez Pebble sur Twitter, sur Facebook, mais même si jamais vous êtes sur Facebook, vous voyez les publications sponsorisées Pebble. Ça fait plusieurs mois qu'on nous en parle. Donc en quelques heures, vous devenez si jamais on parle vraiment d'être une success story qui va lever 300 000 €, alors Pebble, ils en sont à 20 millions de dollars. Donc là, c'est encore une histoire à part. Mais c'est vraiment, ça se joue en quelques heures au départ. C'est des algorithmes derrière qui vous mettent en avant ou qui vous mettent pas en avant. Donc, comme je disais, il y a plus d'une centaine de projets qui sont lancés chaque jour. Si jamais vous n'êtes pas sur la première page, il y a peu de chances qu'on vous trouve. Donc, il faut énormément communiquer derrière. Donc, nous, par exemple, par rapport à notre produit, aujourd'hui, le relancer sur une plateforme de crowdfunding, c'est pas ce qui nous semble la première actualité. Si jamais je dois faire un autre produit, est-ce que je retourne sur le crowdfunding? Alors, déjà, j'ai appris énormément de choses sur comment ça se passe. Donc, oui, j'ai envie de le retenter. Déjà parce que je pense que en tant qu'entrepreneur, l'échec c'est bien, mais le succès c'est mieux. Le succès c'est mieux. Donc si jamais je peux prouver que j'arrive aussi à avoir une campagne successful, c'est intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est de prouver que vous avez une vraie traction client quand vous êtes successful, donc c'est bien.
Maintenant, ça m'a aussi appris à connaître un petit peu mieux l'audience, par exemple, qui est sur Indiegogo. On voit beaucoup de produits réussir, qui sont parfois des produits très simples. Parfois, on a une audience aussi un peu geek sur Indiegogo. Donc, ce qui n'empêche que certains produits peuvent réussir sans être geek, hein, mais c'est pas forcément évident. Et moi, vraiment, je dis chapeau aux entrepreneurs qui ont un produit qui n'est pas spécialement geek, qui réussissent justement là-dessus. Parce que bon, Pebble, entre nous, au départ, c'est un produit un peu geek, hein, la montre connectée. Récemment, j'ai vu le chargeur qui vous permet de recharger votre iPhone 50% plus rapidement. Donc vous êtes un peu geek, vous êtes toujours avec votre téléphone, vous voyez ça, c'est pas trop cher, vous le prenez. Aujourd'hui, un produit pour enfants, il y en a qui ont réussi à lever plus de 200 000 $. Est-ce que c'est pas devenu justement un canal parallèle aux canaux de vente qui existent déjà? Aujourd'hui, c'est un canal parallèle, c'est un canal pour se faire connaître. Et c'est vraiment une stratégie hein, derrière. Moi, j'ai pu aussi discuter avec des entrepreneurs qui ont eu des campagnes successful sur Indiegogo ou sur Kickstarter, dépendant du pays où ils étaient. Par exemple, ils mettaient au départ un financement flexible à 5 000 $. Ils mettaient de leur poche 5 000 $. Voilà, en 1 heure, vous avez fait 100% de votre campagne. Il y en a qui font ça pour 20 000 $, il y en a qui font ça même pour 50 000 $. Donc aujourd'hui, c'est toute une stratégie, savoir, au lieu de dépenser de l'argent en marketing, en publicité sur Internet, est-ce que la meilleure publicité que vous ne pouvez pas avoir, c'est simplement d'être mis en avant par une plateforme comme ça? Mais est-ce que c'est pas un peu un feu de paille du coup? Enfin, si on est obligé de mettre, par exemple, 5 000 $ pour atteindre 100% de son objectif et après générer un cercle vertueux, est-ce que c'est pas un peu du vent, quelque part? Alors, je me fais exprès l'avocat du diable, hein, mais... C'est un feu de paille, mais un feu de paille, ça peut être joli à voir. Donc un feu de paille, ça peut attirer l'œil. Et vous avez envie de mettre dans le projet. Vous savez pas que c'est quelqu'un qui est dans la société qui a mis. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc oui, par contre, j'ai vu des gens qui ne connaissaient rien au crowdfunding, qui avaient des produits sympas, qui se sont lancés du jour au lendemain comme ça, sans préparer la campagne, sans rien faire. Ils ont levé 20 $ en 2 semaines. Ouais, donc ça se prépare, ça se fait pas comme ça, quoi. Non, ça se fait pas comme ça. Ça se prépare. Vous avez des gens qui sont actifs pour vous sur les réseaux sociaux. Je vais dire, quand ça devient vraiment technique, Indiegogo compte le nombre de partages que vous avez sur Facebook pour Twitter. Allez trouver, vous avez des sites pour 5 $, on vous partage 100 fois votre page. Pourquoi s'en priver? Tu disais tout à l'heure que vous aviez atteint 17 000 $ sur les 50 000, ça fait quand même 17 000 $. J'imagine quand même que vous êtes satisfait de cette somme. Est-ce que vous connaissez le profil des personnes qui ont investi et comment ils ont entendu parler de vous? Parce que là, on ne peut pas parler de cercle vertueux vu qu'à la base, vous n'avez pas atteint cet objectif. Donc, qu'est-ce qui a généré les 17 000 $ et qu'est-ce qui a généré des précommandes? Alors, au départ, on ne connaissait pas forcément le profil des personnes qui allaient contribuer à notre projet. C'est justement toute notre communication aussi, parce que quand vous lancez votre produit sur Indiegogo, vous êtes actif encore sur Twitter, sur Facebook, mais vous êtes encore actif sur Indiegogo. Vous pouvez mettre des mises à jour, vous avez l'email des personnes qui ont contribué, parce que forcément, vous devez les contacter, vous devez leur livrer un produit. Donc, essayez de vérifier qu'ils ont mis la bonne adresse, les remercier déjà, c'est important. Et donc on a pu aussi mieux cerner petit à petit les personnes qui étaient intéressées par le produit, comment les trouver. Mais c'est un travail, on va dire, de fourmi. Hein. Vous contactez personne par personne, vous les remerciez, vous voulez savoir si jamais ils veulent en savoir plus sur le produit, parce qu'au départ c'est votre client, hein. C'est pas un ami qui vient vous dire je l'achète parce que ça et ça. Imaginez, vous allez au supermarché, vous avez un pack d'eau, au moment de payer, il y a le représentant d'Evian qui vous demande pourquoi vous avez pris de l'Evian. Je pense qu'il y a une personne sur deux qui va lui dire je fais mes courses, j'ai pas envie de discuter de ça. Donc c'est vraiment toute une stratégie à mettre en place, pouvoir discuter. Aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous pouvez toucher les gens, il y a des gens qui ont envie de discuter avec vous. Nous, on a l'avantage aussi, par exemple dans le monde des enfants, il y a énormément de blogueurs influents. Donc c'est les mamans blogueuses, les papas blogueurs, pour les contacter, eux, ils sont ravis. Et tu disais que ça se prépare à une campagne de financement participatif. Vous êtes passé par une agence de relations publiques, une agence de RP. Exactement. C'était nécessaire, c'était obligatoire pour arriver à atteindre
plusieurs milliers d'euros de levée? Alors oui et non. Dans notre cas, on pense que c'était nécessaire parce que les marchés qu'on visait, c'était les marchés anglo-saxons. Donc déjà, mettre toute notre communication au clair sur ces marchés-là, aller voir les bonnes personnes, avoir les articles de journaux intéressants en anglo-saxon, en anglais, pardon. C'est quelque chose aussi qu'on n'a pas du jour au lendemain. Et donc nous, en travaillant avec des agences, donc une agence basée en fait à Londres et à New York, on a pu gérer ça. Si jamais on a levé entre guillemets que 17 000 $, par contre, on a une couverture médiatique qui a été vraiment intéressante. On a eu des articles dans TechCrunch, par exemple, qui est un des principaux sites, on va dire, sur les objets technologiques. Nord-américain. Nord-américain. Ouais. Je crois qu'il est basé à Londres. En fait, leur zone d'influence est quand même vraiment sur le nord-américain. Mm. Ouais. Sur l'Amérique du Nord. Je cherchais le mot. Et on a une question là-bas. Alors, c'est vrai qu'on a oublié on l'a volontairement pas dit tout à l'heure, mais à la base, le premier produit sur lequel tu t'étais orienté, c'était pas du tout ce produit-là. Non, au départ, la société travaillait sur un autre produit. Je vais peut-être plus répondre à la question. Bien sûr, mais c'était le point de départ. Au départ, nous, on travaillait sur un autre produit qui était dans le marché de l'énergie. Et le marché de l'énergie, en 2015, donc en 2013, il a commencé un peu à vaciller. On était sur le marché des compteurs intelligents. Et en 2013, l'idée, c'est que le consommateur savait qu'il allait se faire manger par les compteurs intelligents. Il ne savait pas encore comment. Et beaucoup de gens qui voulaient distribuer ce genre de produit s'est dit on va attendre encore 18 mois, 2 ans avant de faire quoi que ce soit, ce qui pour une startup comme nous n'était pas forcément quelque chose qui était intéressant. Après, pour répondre à ta question, non, j'ai pas fait un schéma, je l'ai mis sur Indiegogo et je voulais voir qui allait me l'acheter. On n'a pas travaillé comme ça, on a déjà commencé par créer un produit. Donc avant de faire du crowdfunding, le crowdfunding, c'est de la prévente. Donc avant de vendre à des gens sur Internet, tu essayes déjà de vendre à des gens qui ne sont pas sur Internet pour voir s'ils vont t'acheter ton produit. Avant de vendre à des gens, tu vas déjà essayer de créer le produit avec les personnes. Nous, on a travaillé en co-création, donc justement sur tout ce qui était design de service. On a inclus directement des groupes de mamans pour avoir des réflexions au niveau du prix, pour connaître aussi certaines pratiques qu'elles voulaient pas, pour pouvoir fractionner le marché. Aujourd'hui, les montres connectées sur enfants, pour enfants, on a de la chance, par exemple, d'être dans une zone de marché où il y a très peu de concurrence. La plupart des montres connectées font de la géolocalisation. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps parce que notre marché, on l'a étudié. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, si je devais faire un conseil sur l'étude de marché, c'est de connaître à fond ses concurrents déjà. C'est essentiel. Donc non, on n'est pas arrivé... on a un produit qui était peut-être un peu complexe en fait à expliquer. Donc, il a fallu, après, au moment de la campagne de crowdfunding, on ne peut pas dire notre produit, il répond à cette question-là et en même temps, il y a ça. Ça a peut-être été un de nos torts. Nous, on a pris un angle d'attaque qui était très précis. Et ça, par contre, cet angle d'attaque-là, on a pu le revoir un petit peu après par rapport au marché. Mais le minimum viable product, il n'a pas évolué vis-à-vis de la campagne. Au contraire, c'est des choses où nous, on a été renforcés en travaillant au moment de la campagne avec énormément de mamans, énormément de papas qui sont blogueurs sur Internet, qui suivent régulièrement l'activité, parce que justement, ce sont des early adopters, des influencers qui connaissent les différents produits, qui ont pu un petit peu discuter avec nous. Et ça n'a pas fait évoluer notre minimum viable product parce qu'on l'avait déjà fait le travail avant. Mais c'est sûr que si jamais le travail, tu ne l'as pas fait, là, après la campagne, on aurait pu dire on change le produit. Aujourd'hui, la campagne nous a confirmé que le produit, il y avait une vraie traction, que notre angle d'attaque marketing n'était pas forcément le meilleur. Du coup, nous, on a parlé essentiellement
on a parlé essentiellement d'obésité infantile, en fait, quand tu vas sur notre page Indiegogo au départ, pour vraiment la première ligne. Ce qui n'est pas forcément le plus vendeur en termes de marketing. Aujourd'hui, on le présente différemment. Aujourd'hui, on le présente différemment. On a accroché beaucoup plus de monde sur cette problématique. Pourtant, le produit est exactement le même. Donc, tu vois, tu as vraiment le minimum viable product, ton produit abouti. Aujourd'hui, on en est sur un produit abouti, mais il y a la façon après dont tu le présentes. Il ne va pas l'avouer. Le produit, c'est exactement le même. Maintenant, vraiment, nous, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait toucher le marché américain, toucher le marché anglais là-dessus, et on s'est dit ça pourrait parler de ça. Maintenant, moi aujourd'hui, je vends plus Mia comme un produit qui accompagne l'enfant au quotidien, qui lui donne des bonnes habitudes et qui, comme je disais, qui va renforcer la communication parent-enfant. Qui est une approche différente, qui aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux. On a une autre question. Alors, nous, au bout de quelques mois, en fait, on a voulu aller lever de l'argent. Donc, on a été levé de mémoire. En gros, aujourd'hui, on a un capital qui est aux alentours de 400 000 € qui a été levé à ce moment-là. Donc, on a fait rentrer un investisseur privé, un investisseur public. Bon, après, il y avait nos fonds propres, nos apports en nature. Pour faire rentrer certains investisseurs, on a été obligé de passer par un incubateur en Belgique, qui est l'incubateur WSL pour Wallonia Space Logistics, qui est l'incubateur en Wallonie d'un point de vue de nouvelles technologies le plus réputé de Belgique. Il est très connu là-bas. Il est peut-être pas très connu à l'international, mais en tout cas, il a très bonne réputation là-bas. Donc nous, on en fait encore partie. Après, on a su intégrer aussi de différents programmes. Accélération, on a essayé, hein, parce que de toute façon, il suffit de nous chercher sur Twitter. On verra qu'il y a 10 jours, on a passé la finale de Microsoft Ventures et on n'a pas été sélectionné. Donc... Ouais, ce matin. Ouais. Mais voilà, c'est le jeu. Juste une petite question et après on va revenir. J'ai vu qu'il y avait une question dans le public. Le crowdfunding aussi, on parle beaucoup de l'aspect financier parce que forcément, on va sur une plateforme de financement participatif pour se faire financer. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre point qui est quand même très important, c'est la création de la communauté. Quand tu vas sur une plateforme de crowdfunding, en fait, ce que tu fais, ce que tu vas rechercher, c'est une communauté fidèle qui va derrière te suivre et qui va être peut-être ta meilleure arme et ton meilleur bouche à oreille. Exactement. Aujourd'hui, nous, on a énormément de gens qui nous disent en France, le crowdfunding, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on paye quelque chose aujourd'hui, on a l'objet dans 6 mois. Et ça, c'est le principe du crowdfunding en mode prévente. Et par contre, il y a énormément de gens qui nous suivent, qui nous envoient des messages régulièrement. Alors, vous en êtes où? C'est toujours prévu pour ce mois-ci. J'ai envie d'acheter votre produit. Est-ce que vous allez lancer une nouvelle... je suis arrivé trop tard, la campagne est terminée. Est-ce que vous allez lancer une nouvelle série de préventes? Donc tout ça, on crée une communauté derrière qui était déjà conséquente avant la campagne, mais qui a été multipliée par 10, 20, 50 peut-être après la campagne. On avait une question dans le public. Juste pour bien comprendre la question. La première question, c'était de savoir, après investissement, à quoi ressemblait le capital de la société d'un point de vue part, c'est ça? Et la deuxième question, c'était l'équipe au moment du crowdfunding. D'accord. 51-49, la première réponse. Avec des conventions d'actionnaires aussi qui nous permettent, par exemple, de racheter des actions plus tard. Donc là-dessus, c'est des choses qui sont assez classiques. Personnellement, ça ne me dérange pas de céder à une partie de mon capital, donc
j'ai pas de souci là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair hein, comme réponse. Là, on touche à l'equity, c'est un autre, on va dire un autre phénomène. Peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, mais. Et la deuxième question, l'équipe au moment du crowdfunding, on est toujours 2 personnes dans la société. Par contre, en tant que startup, on travaille avec beaucoup de prestataires externes qu'on arrive à fidéliser et qui s'impliquent vraiment dans le projet, qui y croient. Donc, on va dire autour du projet, il y a entre 10 et 15 personnes qui gravitent. Et après, on est vraiment 2 dans la société à temps plein. On a une question devant et ensuite une question au fond. Alors, Alors, comment on crée la communauté et comment on l'anime? Alors aujourd'hui, la communauté, nous, on la gère de 2 façons différentes. 1, les réseaux sociaux. 2, Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, on pense venir assez rapidement sur Instagram avec une campagne assez sympa, justement, vu qu'on est sur les enfants. Nous, le but, en fait, à la fin de la journée, l'enfant devient un super-héros en fait, quand il fait assez d'activités et il a accès à de nouveaux jeux. Donc on veut montrer ça par exemple sur Instagram. Et on regarde aussi Pinterest aujourd'hui, qui est un réseau social pour les en fait, on choisit, on dit ça j'aime bien comme produit par exemple et je le partage avec mes amis. Aujourd'hui, il y a un énorme attrait marketing là-dessus, surtout quand nous notre première cible c'est les mamans et c'est les principales personnes qui sont sur ce réseau-là. Qui est dirigé d'ailleurs Pinterest par une jeune maman qui s'appelle Stéphanie Tramichek. Voilà. Petite anecdote. Mais qui n'est pas très présent encore en France, hein, qui est surtout, qui débarque de plus en plus, mais qui n'est pas encore très installé, pas autant que des Twitter, alors Facebook, j'en parle pas, mais Twitter ou Instagram. Mais de mémoire, ça a été valorisé déjà plusieurs centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars. Ça a vraiment été un gros carton. Le temps passe de manière différente quand on est entrepreneur, donc je dirais il y a 2 ans. Mais il y a moins de 12 mois, ils ont dû lever aux alentours de 120 millions de dollars à peu près, voilà, pour se développer. Mais... Et en fait, comment on les anime? Déjà des messages, on essaye de faire des jeux avec. Et puis aujourd'hui, on essaie aussi d'être de plus en plus présent physiquement. Parce qu'on pense avoir un produit qui peut être assez viral. Donc on veut... Physiquement, on est en train de créer des événements. Donc une partie en Belgique, il va y avoir une partie en France. On regarde aussi, on travaille avec des charities outre-Atlantique, en Europe, en Asie, pour voir ce qu'on peut. Ça peut être des salons, ça peut être des événements sportifs par exemple. Ça peut aussi simplement être organisé, on va dire, une super kermesse pour les enfants, pour savoir si jamais vous avez des enfants que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, venez chez nous. Et puis on va vous aider à montrer ce qu'on peut faire avec l'activité physique, des petits jeux sympas, qui en plus, on implique les parents. Ça d'ailleurs, c'est une vraie tendance, passer du physique au numérique, ce qu'on appelle vulgairement le figital. C'est vraiment quelque chose une grande tendance qui se développe de plus en plus, faire un pont entre le numérique et le physique. Il y avait une autre question au fond de la salle. Il y a 100 moyens différents. L'imagination, ce sera votre seule limite. Alors vous pouvez céder des parts de votre société, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui sera bien vu quand vous allez essayer de lever de l'argent. Quand vous allez expliquer que j'ai laissé 20% de ma société parce que telle personne m'a fait ça, elle ne fait plus rien dans la société, non. Donc ça peut être un point mort au niveau des actionnaires. Donc ce n'est pas forcément ce qui est le mieux vu. Si jamais vous vendez un produit, vous pouvez dire la personne récupère X centimes par produit. Bon, c'est pareil, c'est pas toujours des choses qui sont faciles à voir. Après, ça peut être aussi des contrats, dire j'ai besoin de personnes. Comme je disais, moi aujourd'hui, on est 2 personnes dans la société. Alors,
J'ai fait une très bonne école d'ingénieur, mais je ne maîtrise pas tout. Je ne pense pas que ici on ait changé totalement, mais je ne pense pas que par exemple fabriquer des circuits imprimés électroniques, je pense que c'est toujours pas appris à l'école. Hein. Vous me dites si jamais je me trompe, mais c'est une compétence qui me manquait par exemple au départ. C'est quelque chose que j'ai appris depuis, mais au départ j'ai travaillé avec des prestataires là-dessus. Donc c'est des prestataires, ils savent qu'on va travailler pendant un moment, ils vous font des prix intéressants. Après il y a des gens qui sont spécialisés au niveau des startups. Il y a des gens qui, il n'y a pas besoin de négocier avec eux. Il y a des gens, ils vous disent, on va travailler ensemble, et plus je te fais gagner de l'argent, plus je vais gagner de l'argent. C'est dans le contrat. Et donc il y a des gens qui sont habitués, qui vous proposent directement des offres parce qu'ils sont habitués à travailler sur les startups. Est-ce que ça répond à la question ? Bah déjà, si jamais vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Nancy, moi je vous invite à venir à Tournai, en Belgique. Et je suis convaincu qu'à Nancy, il y a une réserve technologique qui est au moins aussi importante que celle de Tournai. Je ne viens pas d'une région où il y a des entreprises technologiques à chaque coin de rue, en fait. Aujourd'hui, la plupart de mes partenaires, je les ai trouvés soit sur Paris, soit sur Londres. Donc, il faut avoir 2-3 personnes qui vont vous mettre en contact. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes de votre projet. C'est sûr que c'est plus facile quand on a levé déjà un peu d'argent, aussi quand on peut avoir des subventions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit l'État belge ou l'État français, ils subventionnent assez facilement des projets qui pensent prometteurs, justement pour que vous puissiez développer de la R&D derrière. Donc, subvention, il y a la BPI il y a récemment qui a clos un appel. On pouvait demander jusqu'à 45 000 euros juste sur une idée pour pouvoir étudier sa faisabilité. Pardon ? Non, c'est une subvention. Non, une subvention. C'est une subvention. Il y a un fonds européen, il y a vraiment de plus en plus de choses. Là, ces 6 derniers mois qui sont sortis. Il y a un fonds européen qui est sorti, la BPI, qui vient d'annoncer être abondé de 200 millions d'euros, justement pour pousser les startups innovantes, en tout cas les projets innovants et disruptifs en France. Il y a de plus en plus d'organisations comme ça. Et même, il y a des structures, on va dire, indépendantes qui se dotent aussi elles-mêmes, alors de fonds un peu moins élevés, hein, ça peut être 20 ou 30 millions d'euros, pour financer dans des domaines particuliers, la culture, le secteur des enfants, voilà, la médecine, qui a pas mal de choses. Après, si vous cherchez de l'argent, je crois qu'il y a Richard Branson aussi qui vient de lancer un petit programme où vous avez le droit d'aller pitcher devant lui. S'il aime votre idée, je crois qu'il met un petit paquet d'argent sur la table. Pardon ? Virgin, Richard Branson, ils viennent de lancer ça. Il y en a beaucoup des programmes comme ça. Après, je ne connais pas votre idée. Si jamais, mais à un moment, si vous êtes entrepreneur, que vous n'avez pas les fonds nécessaires, que vous n'avez pas la presta nécessaire, ça va être compliqué. Donc, commencez à aller voir s'il y a des subventions. Ça vous évite, par exemple, d'ouvrir votre capital. Après, moi, comme je disais, ouvrir mon capital, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que, bon, vous l'avez dit aussi, vous n'avez pas toutes les compétences. Donc, il y a des compétences qui sont importantes, qu'on n'a pas forcément quand on est ingénieur au départ, c'est de savoir vendre. Parce que vous avez beau avoir le plus beau produit du monde, si vous ne savez pas vendre, ça ne marche pas non plus. Donc, ensuite, quand vous allez voir un investisseur, vous lui dites aussi, je suis seul dans mon équipe, je ne sais pas combien vous êtes, ou que j'ai une équipe uniquement technique, c'est pareil. C'est des choses qui ont du mal à passer. Donc, l'équipe, c'est pour moi aujourd'hui ce qu'il y a de plus important dans une société, savoir bien s'entourer. Quand vous avez une bonne équipe, vous avez plus de facilité à lever de l'argent, même les subventions, parce qu'on se dit ces gens-là, ils peuvent aller jusqu'au bout justement. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Je vous propose qu'on passe au deuxième intervenant qui ne peut pas être là en visioconférence. C'est Ismaël Galimi, promotion 94. On en parlait tout à l'heure. Alors lui, il est installé dans la Silicon Valley. Là, il est en plein voyage, je crois, entre Londres et les États-Unis. Il a levé sur Kickstarter 63 450 $ pour être précis.
C'était il y a quelques mois. Et lui, il est spécialisé dans le développement d'applications et de logiciels pour le plus grand nombre. Donc, en gros, il essaye d'évangéliser le plus grand nombre à la création et comment créer des applications et des logiciels quand on n'y connaît pas forcément grand-chose et qu'on n'est pas forcément geek, comme tu disais tout à l'heure. Donc il a fait il nous a laissé un petit témoignage d'une dizaine de minutes. Je vous propose de l'écouter. Après, si vous avez des questions, on pourra en revenir avec Nicolas Bruno et avec notre prochain intervenant, Michael Fernandez. Bonjour. Mon nom est Ismaël Galimi, je suis un mineur de la promotion 94. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, je suis à Londres et en partance cet après-midi pour San Francisco. Donc on a fait un petit enregistrement, histoire de partager un petit peu mon expérience avec vous aujourd'hui. J'étais pas un très bon élève à l'école, d'ailleurs ils m'ont pas donné mon diplôme à l'époque. Je l'ai eu un petit peu après. Et donc la seule chose que je pouvais faire en ayant fini l'école, c'est de monter mon entreprise. C'était en 99 et je suis parti dans la vallée à San Francisco. À l'époque, c'était assez facile de monter une entreprise. J'avais juste une idée pour faire un outil de gestion de processus métier avec des technologies open source. Et avec deux autres copains, on a créé une société, on a eu de la chance de se faire financer très rapidement. J'ai travaillé pour cette société pendant 13 ans, levé plus de 60 millions de dollars, donc c'était une aventure assez intéressante. Elle s'est finie il y a 3 ans quand je me suis fait remercier par les investisseurs. Ça fait partie du jeu, une start-up qui dure 13 ans, c'est sans doute trop long. Et à l'époque, j'ai eu l'opportunité de remonter une entreprise qui s'appelle Stoic, qu'on a créée exactement 3 ans jour pour jour, le 31 mars 2012. J'ai créé cette entreprise avec 2 autres copains, un ancien camarade des mines, Jacques-Alexandre Gerbert, de la promotion 95. En fait, j'avais été aussi dans la promotion 95 parce que j'avais pris une demi-année sabbatique entre ma 2e et 3e année. Et donc, on s'était rencontrés à ce moment-là. Et puis, un autre copain français, lui, d'une autre école, qui s'appelle Pascal Bélancle. Et on fait ce qui s'appelle une Big Data Spreadsheet. C'est un peu Excel pour des gros volumes de données. Et là, l'histoire est intéressante parce qu'on ne l'a pas financé avec du capital risque, on l'a financé avec un investisseur stratégique qui est EMC, la société qui fait du stockage de données, et ce qu'on va appeler un super angel qui s'appelle Paul Maritz. Vous avez peut-être jamais entendu son nom, mais en fait, vous utilisez ses produits parce que c'est lui qui a fait Windows et Office. Il était en charge de tous les produits à Microsoft entre la seconde moitié des années 80 et la fin des années 90. Et on s'était rencontrés, Paul et moi, en 99. En fait, il était investisseur à titre personnel dans ma première société. Et bien qu'il ait perdu son argent dans cet investissement, ça ne l'a pas empêché d'investir dans la seconde, en espérant que ça se passe mieux. Donc, l'un des messages que je voudrais communiquer aujourd'hui, c'est si vous décidez de monter votre entreprise, soyez persévérants. Les choses prennent du temps, en général beaucoup plus longtemps que ce que vous pouvez penser à l'avance. Pour un WhatsApp qui se fait acheter au bout d'1 an ou 2 ans pour 12 ou 15 milliards de dollars, il y a des millions de startups qui mettent beaucoup plus longtemps à démarrer, certaines qui ne démarrent pas, d'autres qui ferment au bout de quelques années. Ça, c'est la norme. Et donc, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. Et dans ce genre d'aventure, en fait, ce qui compte, c'est d'être passionné. C'est-à-dire que c'est tellement difficile et les chances de succès sont tellement faibles que si vous n'avez pas du plaisir au quotidien à faire ce que vous devez faire pour que l'entreprise réussisse, en fait, ce ne sera pas très agréable et vous n'avez à peu près aucune chance d'y arriver. Donc, être entrepreneur, c'est avant tout ne pas être capable de faire autre chose. C'est une nécessité, c'est presque un besoin vital de faire son entreprise. C'est pas forcément pour tout le monde, et c'est pas mieux d'être entrepreneur que d'être employé dans une société, que ce soit une grosse société ou une petite. Et puis selon les profils, parfois vous pouvez être le fondateur ou parfois vous pouvez accompagner quelqu'un qui a une idée et vous allez l'aider à exécuter, et les deux rôles sont très importants.
Donc il faut avoir du plaisir, il faut aussi s'encadrer, enfin s'entourer plutôt, pardon, de gens avec qui on a envie de travailler. Les journées sont longues et travailler avec des gens en qui on a confiance, avec qui on a envie d'aller boire un verre à la fin de la journée, c'est plutôt sympathique et c'est même sans doute assez nécessaire en fait. J'ai pas de solution pour comment on trouve ces gens-là. En fait, quand vous les trouvez, vous savez que c'est les bons, un peu comme quand vous rencontrez votre partenaire avec qui vous avez envie de fonder une famille, vous le savez dans votre trip. Et un cofondateur, c'est un petit peu la même chose. Donc il ne faut pas forcer la main, il faut laisser les choses venir. Et puis si ça se fait, c'est bien. Et puis si ça se fait pas, tant pis, faites-le tout seul ou démarrez tout seul. Et puis peut-être qu'un jour vous vous ferez racheter, vous rencontrerez des gens ou vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous pouvez vous associer dans le futur. Il y a la question des financements, c'est toujours difficile. Mon expérience à ce niveau-là, c'est le moins vous levez d'argent, le mieux c'est. J'en ai levé beaucoup dans ma première société, ça coûte beaucoup en termes de contrôle. Et au final, en fait, j'ai rien récupéré de 13 ans de travail. Donc, c'est important de lever de l'argent uniquement si on en a besoin. Si vous pouvez financer votre société avec des clients, c'est beaucoup mieux. Parce que comme ça, vous gardez le contrôle et ce que vous faites est éminemment valable. Pour autant, il y a des sociétés qui nécessitent du financement pour pouvoir accélérer. C'est nécessaire quand il y a une pression compétitive que vous avez bien identifié et que la fenêtre d'opportunité est relativement limitée. À ce moment-là, sauf si vous êtes riche dès le départ, mais si c'est le cas, vous ne seriez sans doute pas là aujourd'hui. Dans ce cas-là, sans doute, vous aurez besoin de financement pour accélérer. Et là, la clé, c'est de discuter avec un maximum d'entrepreneurs pour comprendre ce que ça veut dire de lever de l'argent, soit d'angel, soit de société de capital risque, les contraintes qui y sont attachées, et de bien mesurer le pour et le contre. C'est sans doute l'élément le plus difficile dans l'entrepreneuriat. C'est d'autant plus difficile en France qu'il y a relativement peu d'investisseurs, très très peu en fait. C'est microscopique par rapport à ce qu'on trouve aux États-Unis, et c'est sans doute pas prêt de changer. Donc réfléchissez bien à vos besoins de financement, et si vous êtes absolument convaincu que vous avez besoin de lever beaucoup d'argent, c'est sans doute une bonne idée de voyager, peut-être dans la Silicon Valley si vous arrivez à avoir un visa, ou en Asie. J'ai vécu 6 mois à Singapour jusqu'à décembre dernier, et c'est vraiment un bon endroit pour démarrer une compagnie. C'est un endroit excellent pour y vivre, c'est très confortable, et c'est très facile de s'y installer, d'avoir un visa. Et il y a de plus en plus une communauté d'investisseurs là-bas qui sont tout à fait professionnels et qui ont des ressources, bien au-delà de ce qu'on peut trouver en Europe. Voilà, c'est en quelques mots ce que je pouvais partager avec vous. Je finirai sur en fait une remarque qui est que tout revient vraiment à cet élément de passion. Si vous avez envie de créer quelque chose, assurez-vous que vous avez envie de faire ça pendant les 10 prochaines années, et quasiment faire que ça. Et assurez-vous que ce que vous faites au quotidien vous apporte du plaisir. Et que même si ça s'arrêtait aujourd'hui, vous seriez content de l'avoir fait. Ne le faites pas pour être riche ou pour avoir du pouvoir ou pour avoir de la célébrité. Il y a plein d'autres techniques autres que d'être entrepreneur pour avoir ça. Et la raison pour ça, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur le succès de l'aventure. Et être stoïque, c'est en fait se concentrer sur les éléments qu'on peut contrôler.
Et donc le succès ne pouvant pas être contrôlé, quelque part il faut l'ignorer. Et il faut se concentrer sur ce sur quoi on peut vraiment exercer son contrôle. Et ça, en fin de compte, c'est de faire son mieux. Et si vous faites de votre mieux et que vous avez plaisir en le faisant, c'est le succès. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures. Bonne journée. En l'occurrence, bonne soirée, mais c'est le décalage horaire. Je voudrais juste qu'on revienne sur la partie plaisir. Sur la partie plaisir, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Est-ce que c'est ça le vrai moteur qui te fait tous les matins lever? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que, malgré toutes les galères qu'il peut y avoir dans la vie d'un entrepreneur et dans la vie de la création d'entreprise, est-ce que c'est ça qui te fait tenir, qui fait tenir de manière générale un entrepreneur? Plaisir, la liberté? Je suis 100% d'accord qu'il faut le plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai changé à l'époque, parce que mon travail était devenu routinier. Et la routine, moi, c'est quelque chose qui m'empêche d'avoir un quelconque plaisir. Donc j'avais envie de créer quelque chose d'autre. Mais je ne suis pas 100% d'accord avec le plaisir. Moi, je retiens beaucoup quand tu regardes, tu as certains... on a la chance en France d'avoir de très bons entraîneurs, par exemple en foot ou en rugby. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, c'était quand Montpellier était presque champion de France de rugby. Et je suis lillois d'origine, donc Lille avait été champion de France pas longtemps avant. Et tu prends l'entraîneur de Lille à l'époque, Rudy Garcia, l'entraîneur de Montpellier, Fabien Galtier. Donc Fabien Galtier, qui a eu en plus une carrière internationale assez phénoménale. Il te parlait de plaisir. Il faut prendre du plaisir sans arrêt. C'est hyper important. Quand c'est Ismaël, hein, Ismaël Galimi, oui. Quand Ismaël disait ses associés, c'est des gens avec qui il va prendre un verre à la fin de la journée. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, parce que dans mon premier métier, c'est déjà ce qui se passait. C'est la finance de marché, on bossait entre 12 et 14 heures par jour. Si jamais vous n'êtes pas capable de supporter les blagues de votre voisin, déjà ça se passe mal. Donc c'est mieux quand vous les supportez et qu'en plus vous allez boire un verre avec lui le soir. Mais donc le plaisir devient hyper important. Mais ce qui est aussi important pour tenir, c'est cette frustration. La frustration que vous avez, vous prenez un entraînement de foot, un entraînement de rugby, je ne sais pas si ça vous parle, il faut que vous faites plaisir, mais qu'il reste toujours ce petit degré de frustration qui vous dit « j'ai envie de revenir demain, j'ai envie de continuer, de me donner à fond ». Et par exemple, 17 000 $, c'est bien, ce n'était pas mon objectif, ça m'a frustré. J'ai eu un conseil d'administration après, on m'a dit, on fait quoi? On ferme la société, on arrête, on continue, on se lance à fond. Des questions qui se posent, hein, on a tous pris le temps, quelques jours, de savoir ce qu'on faisait. La frustration, ça a du bon. Ça nous a donné envie de galoper encore plus vite et d'atteindre nos nouveaux objectifs. Donc je dirais le plaisir le plus important, mais il ne faut pas oublier cette petite frustration qui nous pousse à toujours donner le meilleur et continuer à aimer ce qu'on fait. Alors, on va maintenant passer à Michael Fernandez, qui a un rapide film de présentation. Je ne sais pas s'il est prêt. Alors, juste 2 petites secondes, on a une question et après on diffusera le film. Alors, juste pour Michael qui n'entend pas les questions, est-ce qu'il y a un marché pour le crowdfunding des logiciels? Voilà. Il y a sûrement un marché. Est-ce qu'il y a la plateforme? Je ne suis pas sûr. C'est déjà le marché du crowdfunding du logiciel entre le B2B et le B2C. Donc, est-ce que tu vas avoir directement des entreprises, leur proposer des services, ou un client, le client final, enfin le consommateur? C'est 2 choses qui sont déjà totalement différentes. Donc, suivant le projet, oui, il peut y avoir des choses à faire. Et si jamais ce n'est pas en crowdfunding type pré-vente, en crowdfunding type des gens qui mettent de l'argent dans ta société, oui, ça existe. À Londres, j'en ai déjà rencontré. Alors, on va passer à un petit film de présentation rapide de 2 petites minutes de ce que fait Michael Fernandez. Et puis après, on va revenir avec lui sur sa société, ce qu'il développe et combien d'argent il a levé et comment il a fait tout le processus. Vous pensez être un bon conducteur? Si je vous pose cette question, j'imagine que vous allez me répondre « oui ». Mais en êtes-vous si sûr? 60% de mes passages de vitesse sont parfaits. J'ai réduit ma consommation d'essence de 30% sur les 2 derniers mois.
et mes émissions de CO2 ne dépassent pas 82 grammes au kilomètre. Donc moi, je suis plutôt fière de ma conduite. Comment j'ai appris tout ça? Grâce à Acolyte de Drust. Acolyte est le capteur d'activité pour votre voiture. Il suffit de le brancher sur votre port diagnostic. C'est le port utilisé par votre garagiste pour se connecter à votre voiture. Et jusqu'à maintenant, c'était la seule personne à pouvoir le faire. Une fois la clé Acolyte branchée, elle récupère toutes les informations disponibles sous votre capot. Elle va ensuite les transmettre par Bluetooth à l'application. Et voilà, votre smartphone est connecté à votre voiture. Pendant vos trajets, Acolyte analyse vos freinages, vos passages de rapport et votre allure. Il vous conseille en temps réel pour conduire plus efficacement. Cela vous permet d'augmenter la fiabilité de votre voiture, de rejeter moins de CO2 et de réduire votre consommation de carburant. Acolyte fait économiser de 15 à 30% du plein. Vous passez moins à la pompe et ça, c'est bon pour votre portefeuille. À l'année prochaine. Dès qu'un voyant apparaît sur votre tableau de bord, Acolyte vous indique l'origine de la panne. Vous n'avez plus de mauvaises surprises chez le garagiste. L'application vous rappelle aussi quand il faut faire réviser votre voiture. Vous verrez, on s'habitue rapidement à ne plus tomber en panne. En voiture, les accidents arrivent. Acolyte sait quand vous avez un accident. Il vérifie immédiatement si vous allez bien. Et si besoin, il prévient automatiquement les secours et vos proches. C'est ma mère qui est contente. À la fin de chaque trajet, l'application génère vos statistiques et met à jour votre score de conduite. Et quand un de vos amis pense qu'il est meilleur conducteur que vous, il suffit de comparer vos scores. La technologie OBD sort du garage. Nous voulons rendre la voiture connectée accessible à tout le monde. Le prototype existe, nous avons besoin de 30 000 € pour lancer la première série et faire rentrer toute notre expertise auto dans ce petit boîtier. Alors n'attendez plus, commandez votre Acolyte dès maintenant et aidez-nous à révolutionner votre expérience de conduite. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une présentation plus claire. En 2 minutes, ça vaut toutes les présentations du monde. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un système basé sur le big data, sur l'IoT. Juste pour vous situer, Acolyte, donc il parlait d'une levée de fonds qu'ils ont finalement bouclée. Ils ont levé une première fois 30 000 € en moins de 48 heures. Donc pour le coup, c'était très rapide. Ça va être intéressant de savoir comment il s'y est pris pour atteindre ce montant aussi rapidement. Il y a un deuxième objectif, un deuxième palier, on en parlait tout à l'heure, qui est de 100 000 € sur Indiegogo aussi, sur cette plateforme de crowdfunding. Première question, Michael. Bonsoir déjà, je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir. Vous m'entendez, vous? Parfait. La qualité est top. Super. Comment t'es venue l'idée de monter cette entreprise et peut-être que tu peux nous rappeler en quelques mots, peut-être un petit peu mieux, ce que tu fais et ce que fait ta société? Bien sûr. En introduction, je voulais juste saluer Ulrike qui me semble reconnaître au premier rang. C'est anecdotique, mais ça me fait sourire puisque Ulrike, j'étais dans son bureau il y a quelques années de ça et on se demandait comment j'allais finir chez Audi ou chez BMW. Et je pensais pas, je sais pas, ça doit faire 6 ans, me retrouver un jour à présenter ma propre start-up dans le domaine de l'automobile. Voilà, pour l'anecdote, c'est peut-être un premier message à faire passer en disant que entrepreneur, on peut le devenir, pas forcément à la sortie de l'école, plus tard. Il n'y a pas forcément d'âge. Et finalement, vouloir être dans un grand groupe à la sortie de l'école veut pas forcément dire qu'on va y faire sa carrière. D'ailleurs, je retournerai peut-être dans un grand groupe un jour ou pas. Pour revenir sur Drust, la question c'était comment est venue l'idée et puis qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Alors l'idée elle est venue, donc moi vous l'avez peut-être compris du coup, je suis un ancien de PSA, Peugeot Citroën. En fait à la sortie des mines pour refaire rapidement le parcours, je suis allé à ce qui s'appelle aujourd'hui l'IFP School, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, donc qui prédestine au métier du pétrole et des moteurs. Moi j'étais filière moteur, j'ai fini dans les bureaux R&D de PSA où j'ai rencontré mes cofondateurs. Donc qui étaient du coup initialement des collègues qui sont devenus des amis à force de bien s'entendre au boulot. On a bossé comme ça 5-6 ans chacun chez PSA et puis l'un d'entre nous, pas moi en l'occurrence, celui qui est aujourd'hui le CTO de la boîte, a eu cette idée d'exploiter la prise diagnostique qui est présentée dans la vidéo
pour faire quelque chose. Alors c'est typiquement l'idée d'ingénieur qui est déconseillée dans tous les bouquins sur l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on part d'une idée technique et on essaye d'en faire un produit. Bon, on a quand même pris le relevé de challenge parce qu'il y avait vraiment une belle opportunité en pluguant ensemble cette prise diagnostique où finalement toutes les données de la voiture sont disponibles avec le smartphone. Donc du coup, ce que fait concrètement, ça vous a été présenté dans la vidéo, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, c'est qu'on développe une application mobile, plus tout un système avec un serveur de données, etc., avec le petit boîtier Acolyte que vous avez vu dans la vidéo, dont j'ai une impression 3D dans la main pour vous donner une idée un petit peu de la taille du boîtier, qui se branche dans la voiture et qui va donc récupérer les données pour les envoyer sur le téléphone et proposer de l'aide à la conduite, de l'assistance en cas d'accident, de panne, etc. Alors, on en parlait tout à l'heure, tu as levé une première fois 30 000 euros. Dans la vidéo, on voyait que c'était juste avant cette phase de levée. Tu cherchais ces 30 000 euros. Tu les as levés en 48 heures. Comment tu as réussi à faire ça en 48 heures? Quels ont été tes leviers? Alors, déjà, par rapport à ce que disait Nicolas, je crois, c'est ça, Oui, tout à fait. Tout à l'heure, effectivement, une campagne, ça se prépare. Nous, on a même embauché quelqu'un à temps plein pour le faire. Alors, on ne s'est pas fait accompagner par une agence, c'est un parti pris un peu différent, mais effectivement, on a embauché quelqu'un à temps plein, puis on s'y est tous mis dans l'équipe, à se répartir les tâches, à faire tout un rétro-planning avec tout ce qu'il y avait à engager avant le D-Day du lancement. Et concrètement, comment ça se prépare? On prépare des cercles d'influence et de connaissances. Alors, il y a notre cercle 1, on va dire, c'est vraiment ceux qu'on va solliciter, amis, famille et réseaux proches, pour amorcer la pompe. C'est ceux qui vont mettre au début, quand il y a 0 € sur la campagne, parce que c'est psychosomatique, c'est comme ça, mais quand on voit 0 €, quelqu'un qui ne connaît pas le projet, ça a beau être le projet le plus cool du monde, il n'achètera pas parce qu'il se dit si personne n'achète, moi je vais pas acheter. C'est la love money. Donc C'est un peu ce qu'on pourrait appeler de la love money. Donc c'est le cercle 1. Le cercle 2, c'est les gens qui ont entendu parler de la campagne ou de l'entreprise ou du produit ou de nous avant, mais qui sont pas forcément nos amis les plus proches et qui vont être donc touchés par l'enthousiasme du début de campagne et sur lequel on va pouvoir compter. Donc comment on fait ça en 48 heures? Et ben sur on va dire les 5 premières heures, on va vraiment chercher son cercle 1 pour amorcer la pompe. On communique auprès du cercle 2 qui sont les gens qu'on a sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc les réseaux sociaux, c'est très bien pour ça. Et puis en fait le cercle 3, qui sont les gens qui ne nous connaissent pas, que nous on ne connaît pas non plus. Eh bien, il y a 2 façons d'aller les chercher. La première, c'est effectivement la plateforme elle-même. Donc nous aussi, on était sur Indiegogo. Et comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, il y a des algorithmes qu'ils appellent d'ailleurs le Gogo Factor, qui calculent en fonction de l'activité de la campagne, etc., si elle mérite d'être mise en avant. Et effectivement, quand on fait un départ canon, on se retrouve mis en avant. Du coup, on prend ce qu'on appelle un trafic naturel. Des abonnés de la plateforme qui vont permettre de compléter et continuer d'affoler le compteur. Et après, le deuxième moyen de ramener du monde et de lever des fonds sur du crowdfunding, c'est de la presse. Et alors ça, il n'y a vraiment pas de secret. On l'a bien vu pendant la durée de la campagne. Du moment qu'on n'a plus de relais presse, qu'on n'a plus d'articles, le trafic qui chute, et du moment que le trafic chute, les ventes ne se font plus. Donc c'est vraiment un travail de préparation jusqu'au D-Day, et une fois le day, le jour du lancement arrivé, c'est un travail de communication à 95% sur des relais presse et la communication qu'on fait autour de la campagne. Et c'est un problème qui revient souvent, en tout cas une question qui revient auprès de tous les entrepreneurs. Comment tu arrives à toucher la presse? Comment tu arrives à toucher des médias? Nous, on avait effectivement la chance d'être dans un accélérateur de start-up à Paris qui est relativement exposé.
Le camping, et on a le camping qui est un gros oui, accélérateur alors, sur Paris. qui a un gros accélérateur qui a été renommé Numa Accelerate by Numa. Donc c'est effectivement la structure du Numa, et en fait on a entre guillemets hacké le Demo Day. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces programmes-là, qui sont des programmes d'accélération sur en principe 3, 4, 5 mois, à la fin du programme, il y a une grand-messe de restitution de l'ensemble des projets qui étaient au cœur du programme auprès de la presse et des investisseurs. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dévoilé notre campagne à ce moment-là. Donc ça faisait, il y avait un petit côté 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, paf, on dévoile la vidéo que vous venez de voir, on dévoile le produit qu'on n'avait jamais montré avant. Donc il y a un petit côté happening qui suscite la curiosité des journalistes qui étaient présents ce jour-là. Après, il faut aller chercher à la main les journalistes et les plus gros, parce qu'il y a souvent des effets un petit peu boule de neige. Donc on a attrapé des gros comme enfin attraper, c'est pas le bon mot, mais on a pu décrocher des articles dans l'usine Nouvelle, dans 20 minutes, donc l'usine Nouvelle, c'est pas mal lu par les autres médias en fait dans le monde. On est passé sur RTL, sur Télématin, sur France 2. On est passé sur Madiness, Crowd. Donc ça nous a fait un beau relais aussi. Ça nous a fait un beau relais aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'aller les chercher concrètement. Ça s'appelle de la relation presse. Il y a des agences qui sont spécialisées. C'est un métier à part entière, et donc c'est clairement un métier à temps plein quand on est en phase de crowdfunding. Alors, tout à l'heure, Nicolas le disait, lui, la somme qu'il a levée, donc ces $17 000, c'était de la précommande. En tout cas, ce qu'il offrait à ses investisseurs, entre guillemets, c'était de la précommande. Toi, sur les 30 000 € que tu as levés, qu'est-ce qui était la contrepartie que tu proposais aux personnes qui investissaient sur le projet ? C'était également de la précommande. Indiegogo fait principalement ça. Alors ça peut être du don, en effet, mais on va dire que pour 90%, c'était de la précommande. L'idée, c'est d'ailleurs pour répondre un petit peu au-delà de la question, la raison pour laquelle on a fait cette campagne-là, et je pense que c'est important de le partager ce soir, c'est pour convaincre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un entrepreneur qui fait du hardware, donc comme c'est le cas de Nicolas, il y a des investissements à faire qu'on peut pas faire tout seul, à moins, comme le disait Ismaël, d'être riche de base et d'injecter 1 million dans la boîte. Mais quand je dis à la fin de la vidéo sur Indiegogo, voilà, nous avons besoin de 30 000 € pour lancer le premier batch, c'est bipo, hein. Avec 30 000 € on fait rien du tout. D'ailleurs, ça couvre à peine les frais qu'on a par ailleurs pour la campagne, la commission d'Indiegogo, la commission de PayPal, la commission de celui qui a fait la vidéo, etc. Aujourd'hui, on est en train de lever 1 million €. Et avec ça, on va commercialiser un premier batch et on espère être distribué avant Noël. Donc, pourquoi on fait ça, du coup? Vous me direz, bah oui, mais si ça vous sert à rien, pourquoi vous le faites? Parce qu'en fait, quand on va voir un investisseur et qu'on lui dit, bah, écoutez, j'ai besoin d'1 million €, il nous dit, ok, combien de clients vous avez? Ah, vous lui dites, bah écoutez, j'ai besoin d'1 million € pour avoir mes premiers clients parce que je fais du hardware, j'ai besoin de sous pour acheter des moules, j'ai besoin de sous pour faire la conception de l'électronique, etc. Et il vous dit, bah ça, moi je vous les donne pas si vous n'avez pas de clients parce que vous me montrez rien qui me donne confiance sur le fait qu'il y a un marché. Et donc là, le crowdfunding précommande apporte une solution formidable à l'entrepreneur qui fait du hardware, puisqu'elle va permettre d'avoir des clients sans avoir de produit. Du coup, vous retournez voir l'investisseur en disant, bah, écoutez, depuis, j'ai toujours pas de produit parce que j'ai toujours pas d'argent. En revanche, maintenant, j'ai 600 clients qui m'ont acheté un produit qui n'existe pas, qui leur sera peut-être livré dans 8 mois. Et du coup, là, on a un argument qui est beaucoup plus fort parce que on démontre ce qu'on appelle un market fit, c'est-à-dire que
Concrètement, il y a une preuve que des gens ont dépensé 80, 90, 100 euros sur votre produit, qui les ont vraiment achetés. Donc c'est d'ailleurs une mine d'or. Hein. Quand je vous disais, on a 600 clients qui ont payé aujourd'hui. C'est une mine d'or pour chercher à comprendre quel est vraiment notre client. J'entendais quelqu'un parler de persona tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de faire pour analyser quel est le profil, l'âge moyen. C'est plutôt des hommes, plutôt des femmes. Est-ce qu'ils vivent plutôt en ville, plutôt à l'extérieur de la ville? On va les interviewer, etc. Donc voilà, c'était pour dire sur l'objectif qu'on affiche, il est souvent un petit peu pipeau. Le vrai objectif qui est derrière, c'est pour convaincre et pour démontrer un market fit. Et alors pourquoi, même question que tout à l'heure, même punition, pourquoi Indiegogo ? Alors c'est une bonne question. La question se pose forcément quand on choisit une plateforme de crowdfunding. Nous, Kickstarter, c'était clair que non, puisque on a un produit qui est. Il faut savoir que la prise diagnostique, elle est normalisée en Europe, elle est normalisée aux US, mais c'est deux normes différentes. Donc nous, on a un produit qui est européen. Kickstarter, c'est très américain. Le trafic est principalement américain. Il faut créer une entité aux US, ce qui d'ailleurs va changer, il me semble, puisque justement ils prennent de plein fouet la concurrence d'Indiegogo. Donc finalement, le choix, il était plutôt entre Indiegogo et KissKissBankBank, qui est une plateforme française. dont vous parliez tout à l'heure et vous disiez très justement qu'effectivement ils sont connus pour de l'associatif, de la musique, etc., mais qui vont vers du hardware. En revanche, effectivement, ils n'ont pas un track record encore très important sur le hardware. Donc nous, on a été vraiment en balance, en hésitation, et on a senti qu'on aurait plus de support du côté d'Indiegogo. Finalement, on a été assez content du support qu'on a eu pendant la campagne. Ce qui nous a permis en plus chez Indiegogo d'aller chercher un peu les pays voisins européens, ce qui aurait été plus difficile avec KissKissBankBank qui est quand même très franco-français. Donc on a fait, on va dire, un quart des ventes en dehors de France, en Allemagne, Belgique, Angleterre, Italie, etc. Et c'était une volonté vraiment première d'aller à l'international, d'aller chercher des personnes à l'international, ou c'est plus par opportunisme que vous y êtes allé ? Non, c'était vraiment une volonté première. Par contre, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Pour aller les chercher avec une plateforme de crowdfunding, il faut avoir des relais de presse. Quand on est dans un incubateur ou un accélérateur à Paris assez exposé, qu'on commence à passer sur des médias comme BFM ou France 2, etc., ça nous donne une crédibilité. Il y a un effet boule de neige en France. En revanche, c'est assez difficile de faire valoir un passage sur BFM en Angleterre. Ils ne connaissent pas, ça leur parle pas tellement. Donc il y avait une vraie volonté d'aller à l'international, d'aller en Europe en tout cas, parce que le besoin marché est relativement homogène et notre produit est compatible, donc on aurait tort de s'en priver. En revanche, on espérait faire un pourcentage, je vous ai dit un quart des ventes hors de France, on espérait faire plus que ça, mais finalement aujourd'hui quand on le présente, on se félicite d'avoir fait 75% de ventes en France, où le crowdfunding est encore quelque chose qui est pas vraiment ancré dans la culture, en tout cas pas autant que ça l'est aux États-Unis, où eux vont sur Kickstarter comme nous on va à la Fnac. Est-ce que tu parlais tout à l'heure du 1 million d'euros que tu es en cours de lever, tu vas le faire sur une plateforme de crowdfunding, enfin je sais pas, peut-être que c'est en train d'être fait d'ailleurs. Est-ce que c'est l'idée ou pas? Et pourquoi tirer sur une plateforme de crowdfunding, ou alors pourquoi tirer voir des investisseurs privés directement? Là on parle à ce moment-là de crowdfunding equity, c'est ça? Justement, la question c'est de savoir le 1 million d'euros que tu vises, tu veux le lever sous quelle forme, enfin avec quel outil? Alors, effectivement, du crowdfunding en précommande, comme c'est le cas sur KissKissBankBank ou Indiegogo ou Kickstarter, pour moi, l'intérêt, en tout cas pour nous, quand on a fait cette campagne-là, comme je vous le disais, c'est vraiment de démontrer un market fit. C'est d'arriver à vendre un produit qu'on n'a pas encore et avoir comme ça une preuve qu'il y a des gens dehors qui en veulent de ce produit-là. Faire du crowdfunding, ce qu'on appelle equity, c'est-à-dire que vous mettez votre projet pareil sur une plateforme. Donc en France, on a
On a d'ailleurs des très bonnes plateformes qui font ça. Il y a Smart Angels, il y a Anaxago. On a été en contact à un moment donné avec eux, mais c'est une approche très différente, c'est-à-dire que là, vous mettez en contrepartie d'un ticket investisseur, vous mettez un pourcentage du capital de l'entreprise. Donc ça n'a plus rien à voir avec Indiegogo, où finalement vous vendez des boîtiers à Monsieur Tout-le-Monde. Là, vous vendez plutôt des parts de l'entreprise pour des tickets moyens de l'ordre de 6 000, 8 000 euros. Alors ce que ça veut dire, si vous faites le calcul sur 1 million d'euros, quand le ticket moyen est de 6-8 000 euros, ça veut dire que vous vous retrouvez avec un sacré paquet d'investisseurs autour de la table dans votre entreprise. Chose qui n'est pas forcément souhaitable parce que pour la gouvernance ensuite, vous préféreriez être avec quelques investisseurs bien choisis qui vont vous accompagner dans la croissance de l'entreprise. Donc non, aujourd'hui, on ne va pas faire cette levée sur une plateforme de crowdfunding, on la fera auprès d'investisseurs institutionnels, a priori. Également en discussion avec des investisseurs de type business angel, de type corporate, mais bon, à la limite c'est un autre sujet. Mais alors justement, par extension, je vais juste faire une petite parenthèse. Du coup, si tu passes pas par du crowdfunding, quel intérêt à plutôt passer par un business angel ou plutôt un fonds d'investissement? Juste en quelques mots, parce que c'est pas forcément le sujet, mais pour avoir un aperçu un petit peu de toi, ce que tu en penses, vu que tu es en plein dedans en ce moment. L'intérêt, c'est que si on prend un fonds institutionnel, par exemple, sont des professionnels de l'investissement. Donc, on va établir une relation qui est, je dirais, relativement saine, où lui, il a des objectifs d'investissement, nous, on a des objectifs pour l'entreprise, et il a l'habitude de le faire. Donc, on va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un pacte d'associés, où voilà, on va définir un petit peu les tenants et les aboutissants de cet investissement, et on va s'inscrire dans la durée. Un business angel, lui, là où ça va être intéressant, c'est si c'est quelqu'un qui a un profil particulièrement intéressant pour l'entreprise. Nous, on est en discussion avec certaines personnes, par exemple, qui ont une expérience particulièrement développée dans le domaine de la voiture connectée, qui ont été des pionniers là-dedans. Donc effectivement, avoir quelqu'un comme ça à son board, qui va apporter plus que des kilo-euros finalement, mais qui va apporter aussi et surtout un carnet d'adresses pour faire du business development, qui va apporter une expertise par rapport aux décisions qu'on va avoir à prendre, etc. Ça, c'est des choses qui seront plus difficiles à trouver sur une plateforme de crowdfunding equity où va investir dans l'entreprise un peu n'importe qui va trouver le projet intéressant sans forcément que cette personne soit spécialement pertinente pour le projet. Donc elle va apporter finalement des kilo-euros et puis c'est tout. Alors que dans un tour comme celui qu'on est en train de faire, on cherche plus que des kilo-euros finalement. On cherche des kilo-euros, de l'expertise et un carnet d'adresses. Donc en fait, et juste après il y aura une question de Nicolas, mais on peut faire un petit parallèle quand même avec le crowdfunding. Le crowdfunding, on le disait tout à l'heure, c'est pas que lever de l'argent. On essaye aussi d'avoir une communauté, de créer une communauté. Là, avec les business angels ou les fonds d'investissement, c'est aller chercher du réseau, c'est aller chercher d'autres choses que seulement du financement. C'est bien ça. Tout à fait. Et ils seront d'ailleurs les premiers à vous le dire, puisque rares sont ceux qui de toute façon, il est connu en France que business angel c'est un mauvais métier, on perd de l'argent, et venture capitalist, donc ces fameux investisseurs institutionnels, je crois que les statistiques disent qu'ils n'ont pas gagné d'argent collectivement depuis 99. Donc ils le font pas, et ce ne sont pas des placements financiers purs et durs. Évidemment, ils espèrent, comme nous d'ailleurs, être le prochain WhatsApp, comme j'entendais tout à l'heure dans la vidéo. Mais s'ils le font, c'est surtout parce qu'ils trouvent les projets intéressants, parce que c'est des projets qui résonnent en eux et sur lesquels ils vont pouvoir apporter leur expertise, leur réseau, ils vont pouvoir faire des connexions. Et finalement, c'est ça que recherche aussi un investisseur lui-même dans le projet. On avait une question de Nicolas Bruno. Oui. Attends, je dois changer de micro. C'est bon là? Ok. En fait, moi, ma question, c'était par rapport à ta levée de fonds aussi, pour bien comprendre au niveau de votre stratégie actuelle. 1 million d'euros, si jamais j'ai bien suivi ton discours, c'est pour pouvoir lancer l'industrialisation.
Et c'est aussi, vous cherchez avec ça à vous développer à l'international, ou ce sera encore pour se focaliser sur un marché qui va déjà être très gourmand en ressources? 1 million d'euros, c'est effectivement de l'industrialisation, mais pas que, puisqu'on est sur un produit comme toi, B2C, c'est-à-dire à destination du consommateur. N'importe quel investisseur vous dira qu'un produit B2C, c'est extrêmement consommateur de ressources, puisqu'il faut dépenser beaucoup en marketing pour aller chercher les clients. Alors marketing, ça veut dire c'est pas que de la pub, hein. Ça veut dire aller chercher à bien comprendre les besoins des clients, bien les segmenter. C'est de la création de contenu, c'est de la création d'une communauté, et donc ça fait partie en fait du million d'euros, tout un budget marketing pour commercialiser le produit. Il y a effectivement une partie, on va dire industrielle, développement sur le financement de l'étude électronique, le financement des moules de production du boîtier, le financement des premiers boîtiers parce que il y a du fonds de roulement pour gérer un stock. Et puis, il y a une partie de cet investissement qui est là pour faire vivre aussi l'équipe, payer les salaires, faire des embauches et aider la boîte à se développer. Et ça, certes en France, mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller chercher l'Europe, puisque on a un produit qui peut tout à fait être commercialisé en dehors de nos frontières. Alors justement, ça fait un bon parallèle sur la question que j'allais te poser. En France, le secteur automobile, c'est pas forcément le pays d'Europe ou dans le monde où il est le plus facile à l'heure actuelle. Créer une start-up en France sur le secteur de l'automobile, c'est quand même assez osé. Est-ce que l'international, c'est obligatoire pour vous dès le départ, enfin là, à très court terme, ou c'est plus un choix stratégique de se dire il y a un marché, pourquoi pas, allons-y, mais c'est pas non plus vital? C'est vital, puisque, et je l'entendais aussi dans la vidéo tout à l'heure, du moment qu'on est sur un marché concurrentiel, et c'est notre cas, si pour les plus curieux, vous pourrez voir qu'on a des concurrents aux États-Unis, notamment. Donc on est obligé de penser, global, d'autant plus quand on a des concurrents aux États-Unis où pour eux le marché local il est de 350 millions de personnes. Rien que ça fait une sorte de concurrence déloyale. Donc si nous on pense pas au moins Europe, on aura du mal à rivaliser avec des acteurs comme ça. Donc on est effectivement obligé de penser, d'être born global comme ils disent dès le début de l'aventure. Ouais. Alors on a une question du public, je vais l'écouter, ensuite je vais te la donner pour que tu l'entendes. Alors attends, ça va être plus simple, je vais lui donner le micro. Bonjour. Donc Bonjour. L'année dernière, en fait, il y a Alliance, je pense que vous avez entendu parler, qui a proposé à ses consommateurs d'intégrer des capteurs dans leur voiture afin d'étudier leur conduite et du coup leur proposer, si c'est des bons conducteurs ou des mauvais conducteurs, un ajustement de leur prix d'assurance. Est-ce que pour vous, alors je vous demande pas si vous allez vendre ou pas votre technologie, est-ce que pour vous, travailler avec un assureur, vu qu'ils sont nombreux à vouloir se lancer dans ce projet-là, semblerait un financement viable, intéressant, ou au contraire, ça vous limite vraiment et par la suite, ça vous décrédibilise par rapport à proposer votre produit à des consommateurs classiques qui n'utiliseraient que juste pour suivre en fait leur conduite et pas sur le fait de réduire leur coût au niveau de l'assurance, etc., etc. Merci de votre réponse. Merci de ta question. Question très très polémique. Non, mais on discute avec des assureurs. On connaît tout à fait le projet de TomTom. On connaît même les personnes de TomTom qui l'ont fait. La proposition avec Alliance. Et effectivement, il y a un petit... il y a un côté Big Brother à imaginer qu'on va connecter le boîtier à l'assurance. Alors, il faut voir, la question c'est de savoir à qui on s'adresse. Sur le fait de faire de la réduction de primes d'assurance, comme tu l'as évoqué, c'est un produit qui va s'adresser principalement aux jeunes conducteurs qui aujourd'hui sont ceux qui payent le plus cher les primes d'assurance, sont ceux qui souvent ont le moins d'argent.
et qui se trouvent être d'ailleurs les plus connectés. Donc il y a une belle opportunité de leur proposer une technologie connectée qui va leur permettre de payer moins cher leur réduction de prime d'assurance. Après, ce qu'on peut faire avec des assureurs au-delà de ça, puisqu'il y a effectivement un effet Big Brother, c'est de faire des services d'assistance connectés. Allianz, c'est également ceux qui, quand vous avez un accident ou une panne, vont vous prendre en charge. Vous pouvez imaginer que si on a un boîtier dans la voiture qui détecte le crash, on va vous envoyer les secours plus rapidement. Si on a un boîtier dans la voiture qui identifie la panne, on va pouvoir vous envoyer dans un garage plus pertinent qui potentiellement a la pièce qu'il faut et qui va faire en sorte que vous sortez du garage plus vite et que l'assureur au passage fait des économies au lieu de vous louer une voiture de prêt. Donc on discute ces sujets-là aussi avec eux. Pour répondre à la deuxième partie de la question qui était est-ce qu'on y voit un relais de croissance et de financement intéressant ? Oui, évidemment. Travailler avec des entreprises énormes comme ça, on parle de contrats qui sont tout de suite monumentaux. Enfin, eux, quand ils veulent faire une expérimentation, ils parlent tout de suite de 10 000 véhicules. Par contre, il faut garder en tête, et ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais c'est la relation entre les startups et les corporates. Surtout des boîtes comme les assureurs qui sont des mastodontes et des sortes de paquebots qui sont difficiles à manœuvrer. Ils vont mettre 1 an à décider de changer de cap, et une fois qu'ils ont décidé, il va leur falloir encore 1 an pour vraiment changer de cap et faire quelque chose de nouveau. Donc en tant que start-up, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus parce qu'on peut passer 1 an et demi à discuter avec eux pour finalement d'ailleurs ne pas aboutir et puis nous y rester au passage, quoi. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Donc tout d'abord merci pour votre présentation. Moi j'ai plus une question par rapport au crowdfunding. Donc dans vos 2 entreprises, vous avez beaucoup parlé de crowdfunding. Je veux savoir, c'est qu'avant que vous avez mis votre vidéo sur Indiegogo, est-ce que vous avez déposé un brevet ? Et alors ma deuxième question, c'est que pour vous, à partir de quel stade une entreprise ou un start-up peut faire une annonce sur Indiegogo ou sur tout autre type de site de crowdfunding ? Par rapport à la première question, je dirais que ça dépend beaucoup du projet. Effectivement, la politique sur la propriété intellectuelle, ça coûte cher, il faut le savoir. Donc quand on démarre l'entreprise, on n'a pas forcément envie de dépenser 5 000 € dans un brevet. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une enveloppe solo. Alors c'est un processus qui est pas toujours connu, mais qui coûte beaucoup moins cher. Ça coûte 15 € une enveloppe solo. En gros, ça consiste à écrire sur un bout de papier votre idée, la mettre dans une enveloppe scellée. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle une enveloppe solo. Et le jour où il y a un conflit, ils l'ouvrent, elle est datée. Et ils peuvent potentiellement résoudre le conflit comme ça. Donc c'est quelque chose, c'est une astuce en tout cas que je recommanderais. Après, si vous êtes vraiment sur une technologie qui est brevetable et que c'est extrêmement stratégique pour l'entreprise très tôt avant de sortir du bois de la breveter, je dirais que là c'est plutôt du cas par cas. Pourquoi pas le faire ? Sur Indiegogo, finalement, après vous montrez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de détailler ce qu'il y a à l'intérieur de votre solution. Vous n'êtes pas obligé de détailler, comme dans le cas de Ismaël, où c'est du software, comment fonctionne votre software, parce que la recette magique, elle est quand même souvent là dans l'algorithme. Donc après ça, je dirais que c'est plutôt au cas par cas. En revanche, sur la deuxième partie de la question qui était à quel moment on peut se lancer sur un crowdfunding, je vous dirais que comme le délai moyen pour shipper le produit, c'est-à-dire l'envoyer au client après être passé sur la campagne, c'est en principe 8 mois. C'est très court quand la boîte n'existe pas, quand le produit n'existe pas. Donc mon conseil, ce serait d'avoir un partenaire, sinon industriel, déjà sur la partie conception, avec lequel vous avez validé un planning, ou quand vous dites sur Indiegogo, on va vous livrer en septembre, eh bien vous avez un planning à la semaine jusqu'en septembre,
où concrètement vous détaillez ce que vous allez faire et qui dit que c'est réaliste effectivement de vouloir livrer en septembre. Donc voilà, ce serait une sorte de conditions nécessaires pour aller sur Indiegogo, c'est d'avoir un planning industriel et ne pas s'engager sur quelque chose d'irréaliste. Et vous n'avez pas peur que votre idée se fasse piquer juste au travers de, du coup, je sais pas, de tous ces sites de crowdfunding? C'est une bonne question. Il y a une tragédie comme ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est celle de une boîte qui s'appelle Click, je crois, qui faisait un bouton qui se met dans le jack du smartphone. Ils ont fait une campagne de crowdfunding où ils vendaient ça $30, qui a cartonné. Avant qu'ils ne puissent même envoyer leurs produits à leurs supporters 8 mois après, il y a des fournisseurs qui se sont mis à le faire pour $1. En Chine, où là, effectivement, ça fait mal. Parce qu'il y a tous les clients qui râlent, nous on l'a payé $30, maintenant ça vaut 1. Donc c'est effectivement ce qu'on souhaite éviter. Je vous dirais que, encore une fois, sur Indiegogo, on ne donne pas la recette pour faire comme nous. Toute notre intelligence, elle est dans les algorithmes, nous aujourd'hui, qui se cachent derrière l'assistant de conduite que vous voyez, celui qui va estimer l'usure de vos composants dans la voiture, etc. Et tout ça, évidemment, on ne communique pas sur la recette secrète qu'il y a derrière, et c'est ce qui nous protège un petit peu de la concurrence. Alors, il y avait juste une réponse aussi, Nicolas, vous voulez ajouter un mot là-dessus, hein? Oui, c'est quelque chose, on nous demande souvent les brevets, quand est-ce que je dois parler de mon idée. Enfin, personnellement, donc les brevets, pour certaines entreprises, ça peut être très pratique. Sinon, moi, je dirais juste une chose, c'est à partir du moment où on veut devenir entrepreneur, son idée, on l'a dit à tout le monde. Il n'y a pas une meilleure façon de vendre son produit dans 3 mois que d'en parler aujourd'hui. Si jamais j'en parle dans 3 mois, de toute façon, si jamais mon idée, je peux l'avoir pour $1 en Chine, et ça existe, hein, ça c'est vraiment une histoire vraie avec Click, il y a toujours des gens qui peuvent le faire, hein. On a vu des iPhones qui sortent pour $15 en Chine de certaines usines. Et pourtant, Apple, je ne sais pas combien de brevets. Moi, vraiment, si jamais en tant qu'entrepreneur, je devais donner un conseil, vous avez une idée, parlez-en. Parlez-en sans arrêt. De toute façon, quand vous allez aller voir un investisseur, à part sur certains sujets très techniques où on va vous demander est-ce qu'il y a moyen de mettre un brevet, l'investisseur ne va pas juger votre idée, il va d'abord juger avant tout votre équipe. Est-ce que vous êtes à même, dans les temps impartis, de réaliser ce que vous êtes en train d'annoncer? Et le fait d'avoir parlé de son idée, déjà, on va vérifier qu'il y a un marché qui existe vraiment, parce que sinon, on se dit peut-être qu'il y a un marché là-dessus. Là, si jamais j'ai une idée que je vais en parler à tout le monde, déjà, je peux obtenir le feedback d'une trentaine de personnes, ce qui est déjà extraordinaire. Donc, moi, vraiment, si jamais, à partir de quand on peut parler de son idée pour pas se la faire piquer. Bon, alors, il y a l'enveloppe, je connaissais le coup de l'enveloppe, je me rappelais pas du nom en fait du solo, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui est reconnu. Par contre, Mickaël, tu sais si jamais c'est reconnu par contre d'un point de vue international, l'enveloppe, ou c'est juste en France? Il me semble que c'est en France. Après, les processus, en principe, tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est géré par pays. Après, il y a des processus en Europe. Dans le monde, c'est plus compliqué. Alors, j'ai une autre question. Alors, si j'ai bien compris, c'est 3 ingénieurs avec une formation purement technique qui décident de se lancer et ayant pour expérience seulement le secteur automobile. Et du coup, là, en plus du problème de la propriété intellectuelle et industrielle, vous n'aviez pas de conseil juridique, pas de connaissances d'amis avocats qui sont spécialisés dans le domaine, et du coup, vous deviez payer les 5 000 € ou bien faire le coût de l'enveloppe. Et la deuxième chose, c'est les amis qui ont cette fibre d'art et qui savent faire des montages, des animations, comme pour la vidéo. Vous avez dit que vous avez embauché quelqu'un. Plus de détails seraient le bienvenu, genre le prix que vous avez payé, la personne, où est-ce que vous l'avez cherché, etc. Merci.
Alors, oui, c'est l'histoire de 3 ingés très techniques à la base. Alors moi, j'ai la particularité d'avoir mis entre parenthèses ma carrière d'ingénieur technique pendant 1 an l'année dernière pour faire une formation dans le business, un MBA. Donc ça a apporté dans l'équipe des compétences supplémentaires dans, on va dire, tout ce qui est business, finance, marketing notamment. Pour apporter effectivement autre chose que de la science des moteurs. Après, c'est vrai qu'on manquait de compétences, par exemple dans le développement de logiciels, dans le fait de monter une campagne de crowdfunding, mais bon, ça on apprend sur le tas. Et je crois que c'est une question que tu posais tout à l'heure sur comment on fait quand on n'a pas toutes les compétences autour de la table au début pour les réunir, parce qu'on n'a pas d'argent. Effectivement, c'est un problème. En revanche, on trouve des gens qui sont motivés par le projet. On peut, alors il y a les stagiaires évidemment. Nous, on a une politique où on paye pas forcément le minimum. Parce que, enfin, il y en a beaucoup qui font ça dans les startups, qui disent, écoute, tu travailles sur un projet hyper cool, c'est une startup, donc te plains pas trop, voilà, on te paye le minimum. Nous, on est plutôt du genre à payer le prix du marché, mais par contre à demander un investissement maximal, parce qu'on est dans une startup. Donc du coup, l'idée, c'est l'astuce dans ce cas-là, c'est plutôt de faire ce que ferait 2 avec un seul. Et c'est plutôt comme ça qu'on vit l'aventure, où tout le monde est très impliqué dans la boîte, tout le monde vit l'aventure à fond. Et comme ça, on a réuni les compétences sur du logiciel, sur du marketing, et puis après, il y a tout ce qui va être aide de financement public qui va permettre de financer l'amorçage vraiment de l'entreprise sur des prêts de création à l'entreprise de l'ordre de 30 000 euros sur vraiment les premiers mois d'existence de l'entreprise, qui permettent quand même de financer 1, 2, 3, 4 salaires sur les premiers mois. Alors moi j'avais une question, peut-être c'est pour les 2 entrepreneurs ici. Est-ce que aujourd'hui il y a énormément de formations qu'on peut suivre, pour pas citer HEC, ESSEC, justement orientées vers l'entrepreneuriat, et eux ils jouent vraiment, en fait on paye un réseau. Et donc moi je voulais savoir, est-ce que vous, par exemple en sortant de l'école des mines, vous avez pu un peu, le réseau des mines vous a aidé un peu à vous lancer dans votre projet? Et est-ce que même aujourd'hui, vous rencontrez d'anciens élèves qui sont entrepreneurs, ou est-ce qu'il y a une sorte de communauté qui s'est créée? Alors oui, le réseau des mines va t'aider énormément. Personnellement, j'ai jamais hésité, quand j'en avais besoin, à aller taper à la porte, ne serait-ce soit de l'école ici, soit vous avez peut-être reçu un mail il n'y a pas longtemps pendant la campagne sur MIA, donc tu vois, on se sert aussi de ça. Il y a aussi au niveau des business angels des grandes écoles. Il faut savoir que le réseau de business angels au départ, c'est l'école polytechnique mine qui est très connue en France. Donc les mines de Nancy en font partie et ils sont très actifs dedans. Donc il y a des choses à faire. Après, alors moi personnellement, j'ai pas fait de MBA ou quoi que ce soit, donc je peux difficilement comparer, tu vois, ce que ça m'aurait apporté. Maintenant, c'est vrai que ça m'a toujours paru apporter de certaines compétences, une certaine crédibilité aussi auprès de certains investisseurs, certains réseaux. Et qui dit tout ça dit aussi un énorme gain de temps quand tu fondes ton entreprise, parce que c'est toujours la même chose. Tu as un projet à créer en 6 mois, en 1 an. Donc le temps, c'est la première variable contre laquelle tu te bats. Donc si jamais ça peut te faire gagner 3 mois, 6 mois sur ton projet, c'est déjà absolument formidable. Mickaël, peut-être aussi ton point de vue sur la question. Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir un petit peu les 2 regards sur le réseau d'une école d'ingé comme les mines et d'une école de commerce comme en l'occurrence pour moi c'était l'EM Lyon, pas HEC, mais le réseau des mines, oui, on est toujours en contact avec les mines. La preuve, 6 ans après, on fait un événement comme celui-là. Je pense qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant l'entrepreneuriat, et c'est toute l'initiative autour de Start Plus. Même au-delà de Start Plus, je pense que Artem, c'était aussi l'idée de rapprocher les ingénieurs
des profils commerce et on va dire artistes du côté des beaux-arts. Mais je pense qu'il y a de très bonnes choses à faire sur des profils un petit peu double compétence, comme tu l'évoquais, avec des masters spécialisés, entrepreneuriat, innovation, marketing, etc. Mon conseil, moi, issu de mon expérience personnelle, ce serait d'aller d'abord dans l'entreprise et de revenir sur les bancs de l'école sur ces sujets-là après. Pourquoi ? Parce que on capitalise beaucoup sur son expérience vécue dans l'entreprise, c'est-à-dire que pendant les 2, 3, 4, 5 premières années en entreprise, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et puis, retourner sur les bancs de l'école en mettant, entre guillemets, en pause la partie entreprise permet de capitaliser sur tout ce qui s'est passé, de comprendre toutes les questions qu'on s'était posées. Et finalement de tirer beaucoup plus du programme que si j'avais fait le même programme directement à la sortie des mines. Donc ça, ce serait un conseil si tu es intéressé par ce genre de formation, ce serait d'aller d'abord déjà voir ce que ça donne en entreprise. Après, pour l'entrepreneuriat, le réseau des mines ou celui de HEC, de l'EM Lyon seront des bons relais. C'est vrai que celui d'HEC est quand même, je pense, à mettre à part, notamment sur la place parisienne où ils sont quand même infiltrés, il faut le reconnaître, dans la plupart des instances sur l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Mais voilà, je pense que le réseau des mines a beaucoup à apporter et je suis personnellement assez content de la tournure que ça prend avec des événements comme cela et qu'il y a une belle complémentarité à aller chercher pour ceux que ça intéresse dans des écoles de commerce. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à l'accélérateur, au camping que vous avez choisi. Est-ce qu'en fait, quand vous l'avez intégré, vous aviez déjà en tête l'idée de crowdfunding ou est-ce que ça a émergé et maturé dans l'accélérateur? C'était ma première question. Ma deuxième question, c'était par rapport au choix même du camping. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'accélérateurs industriels liés à des grosses boîtes. Et il y a aussi des accélérateurs plus tournés à l'international, comme celui de Microsoft ou Techstars ou des éléments comme ça, et qui auraient peut-être pu vous aider davantage. Voilà, merci. L'idée du crowdfunding, on ne l'avait pas en rentrant, on l'a eu pendant. Elle nous a été suggérée. C'est aussi, ils ont aussi ces accélérateurs-là une forte politique sur les alumni. On en parlait à l'instant pour les écoles. C'est vrai aussi dans ces accélérateurs où ils font en sorte de créer une communauté entre toutes les boîtes qui sont passées dans l'accélérateur et du coup il y avait d'autres boîtes qui avaient fait du crowdfunding avant et assez naturellement finalement, comme pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure sur le hardware, parce que finalement vous avez besoin de fonds, vous voulez lever des fonds, vous dites vous n'avez pas de clients, donc fait du crowdfunding. Finalement l'idée elle s'est un petit peu imposée. Ça c'était pour répondre à la première question et la deuxième sur le choix de l'accélérateur. Écoute, dans notre cas, ça s'est fait relativement vite, c'est-à-dire que on s'est posé la question, on s'est dit qu'on voulait monter cette boîte ensemble. On s'est dit bon, si on fait ça, un coup chez toi, un coup chez moi. C'est quand même, ça risque d'être quand même un petit peu laborieux. Donc on a été rapidement à la recherche d'une structure, quelque chose qui donne un petit peu corps à l'entreprise. C'est vrai qu'un accélérateur, quand on est très très jeune comme ça, quand la boîte est très très jeune, qu'on est à l'état vraiment d'embryon, ça permet déjà de se retrouver dans une sorte d'effervescence avec d'autres boîtes qui se montent. Il y a tout un écosystème, un encadrement qui permet de passer rapidement de l'embryon d'idée à un vrai projet. Donc c'était quelque chose qu'on recherchait à ce moment-là. Le camping était en train de recruter. On a postulé, on a été pris. Aller dans un accélérateur corporate, pourquoi pas? Alors j'aurais tendance à penser que ce soit AXA qui a un incubateur ou Microsoft ou tous les autres, ils ne font pas ça par pur altruisme. Ça reste des boîtes qui ont des objectifs. Donc effectivement, je me sentirais plus à l'aise dans un accélérateur ou un incubateur, on va dire public. Et d'ailleurs, là, on sort du camping, mais on va rentrer dans l'incubateur Agoranov, qui est également un incubateur
public, où je pense qu'on est dans les meilleures conditions pour monter sa boîte. Une dernière question, un tout petit peu moins technique. Alors, il est nécessaire d'apprendre un maximum parce que pour gérer sa boîte ou la lancer ou la maintenir, il faut vraiment savoir le maximum et apprendre ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Mais le problème qu'on a là, c'est que plus on apprend, au début on est un petit peu niais, on se dit « Ah, j'ai une idée, on va peut-être me la piquer, c'est le nouveau Facebook ou le nouveau WhatsApp ». Mais au fur et à mesure que l'on apprend les obstacles et tout, il y a une désillusion et on commence à devenir un petit peu plus réaliste et on se dit que finalement notre idée elle n'est pas aussi géniale que ça et on est tenté de laisser tomber ou de chercher une autre idée, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se tenir à son idée et continuer d'évoluer dans ce sens? Une deuxième petite question, c'est on contacte qui pour avoir un stage? C'est vous? Bien joué. Pour bien répondre joué. à la deuxième, tu n'as qu'à me contacter en direct. Ce sera bien volontiers qu'on en parlera. Pour répondre à la question de comment on ne se décourage pas de son idée, je vais partager mon expérience parce que, pour être tout à fait honnête, nous on a monté l'idée en pensant être les seuls à l'avoir. Et donc on s'est dit là on a le truc du siècle, on y va. Moi j'avais des pistes à la sortie du MBA dans les plus grands cabinets de conseil. Je leur ai dit bon écoutez j'abandonne la candidature. Mes deux cofondateurs avaient des places bien au chaud dans d'autres entreprises, et ils ont démissionné. Et puis 3-4 mois après, chose qu'on aurait peut-être dû faire ou pas avant de s'engager. On a réalisé qu'il y avait une concurrence débordante aux États-Unis, en Asie, en Europe. On a réalisé que l'idée, d'autres l'avaient eu avant nous. Et alors là, oui, ce que tu disais sur est-ce qu'on arrête tout, on s'est posé la question. On s'est posé la question et d'ailleurs peut-être que si c'est pour ça que je disais c'est peut-être même pas à faire avant, mais parce que si on l'avait fait avant, probablement qu'on n'aurait pas monté la boîte. En revanche, on a dit non, tant pis, on continue. Et je pense que pour faire écho au discours d'Ismaël tout à l'heure, ce qui nous tient au quotidien, c'est que on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et finalement, l'idée, elle a assez peu d'importance. Parce que on vit dans un monde aujourd'hui connecté. Et d'ailleurs, avec Nicolas, on contribue à le rendre encore plus connecté. Mais on vit dans un monde connecté où finalement les idées, elles sont partagées à une vitesse folle. Enfin, moi, mon père était entrepreneur de l'ancienne école, dans une industrie lourde, etc. Et il a monté son business avec les clients de la région, puis ensuite en France, et il allait les chercher un par un dans des salons, etc. Il m'expliquait comment ça se passait. Avant que l'idée elle soit piquée par quelqu'un aux États-Unis ou en Asie, il pouvait se passer une génération. Bon, aujourd'hui, vous avez une bonne idée, il se passe pas 2 mois avant que vous ayez un superbe article sur Madines et vous êtes super content, et l'article est repris ailleurs et finalement l'info circule et c'est normal et c'est super, mais du coup finalement l'idée dans ce monde-là où on est hyper connecté et où l'idée elle va circuler, elle va faire le tour de la planète en 24 heures, finalement elle a pas tellement de valeur. Ce qui va faire vraiment la valeur, c'est l'exécution de l'idée, c'est ce que vous allez en faire. Et c'est pour ça, et là je rejoins Nicolas, que l'équipe, à ce moment-là, va jouer un rôle fondamental, parce que entre l'idée et ce qu'on en fait, il y a la manière dont l'équipe se l'approprie, il y a la manière dont vous allez vraiment délivrer et tenir votre promesse sur votre idée. Et ça, on peut partir de la même idée, on met 100 équipes différentes sur la même idée, à la fin on aura 100 produits différents. Alors juste avant de conclure, qui sera le grand gagnant. Alors juste avant de conclure, il y avait Nicolas qui avait juste un petit mot à rajouter là-dessus. Oui, je vais être un petit peu plus défaitiste, c'est qu'il n'y a pas d'idée géniale. C'est non, t'as pas fait le tour de tout, tu peux avoir de très bonnes idées, mais je pense pas qu'il y ait une idée géniale aujourd'hui qui va te permettre. Peut-être il y en a une sur 1 milliard, donc le but c'est de se dire, je veux pas avoir cette idée-là. Mais et tu peux avoir des concurrents qui sont à des stades plus avancés, qui peuvent accélérer beaucoup plus vite que toi. Le but aussi, c'est pour ça, aujourd'hui, dans certaines structures, nous ici, on parle de hardware. Donc on sait qu'on a des coûts conséquents, le prix des moules, le prix des pièces à acheter par avance. Tout ça, c'est un prix important. Mais on sait aussi qu'on a notre prix qui est énorme, c'est le marketing.
pourquoi aussi moi je vais chercher des fonds vers des venture capital, vers des business angels. Avec ces fonds-là, je vais asseoir ma marque. Et c'est pour ça que je disais aussi, c'est une course contre la montre. Non seulement pour être présent avant qu'il n'y ait plus de fonds, mais surtout être le premier présent et être la personne qui soit le plus gros sur le marché. Voilà, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus. Juste sur un dernier mot sur tout ce qu'on a évoqué ce soir, que ce soit les accélérateurs, les incubateurs, les fonds d'investissement. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de choses qui existaient. Aujourd'hui, par exemple, pour les accélérateurs, on en parlait tout à l'heure, La Poste a son accélérateur, à son incubateur, pardon, Canal+ là, Orange là, Alcatel One Touch vient de le sortir il y a un mois. Tout le monde s'y met. Les fonds d'investissement, il y en a pas dans quasiment tous les domaines. Aujourd'hui, vous voulez investir, vous voulez créer votre boîte dans quasiment tous les domaines. Vous trouverez forcément des sources de financement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a 5 ans, ce n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Voilà, je voudrais remercier Nicolas d'être venu, d'avoir témoigné. Je voudrais remercier Ismaël qui n'était pas là mais qui a quand même pris le temps, 10 minutes, de faire une petite vidéo. Et puis Mickaël à distance avec beaucoup de musique derrière toi, on l'a entendu. Je ne sais pas s'il y avait un concert derrière toi. Une espèce de concert, désolé, encore une fois, je vous dis, on est au camping, ça porte bien son nom, on campe, hein. Donc on a des voisins et ils font de la musique, tout va bien. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, hein. C'est un joyeux bazar. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir, tous nos intervenants. Merci à vous. Et puis si vous souhaitez continuer le débat avec eux, je pense que vous pouvez leur envoyer un petit mail et échanger là-dessus. Voilà, bonne soirée à tous. Bien volontiers, à bientôt. Au revoir et bon courage. Salut Mickaël. On va peut-être aussi en profiter pour te remercier pour avoir animé tout ce débat. Donc, nous, je pense que ça nous a passionnés en tant qu'entrepreneurs d'être là. Donc, comme tu disais, si jamais vous avez des questions à nous envoyer ou quoi, n'hésitez pas. Je pense qu'on est toujours dans l'annuaire des mines.